Voilà, nous allons donc débuter cette, je pense, 12e séance du séminaire IHEST, pas rien. Je pense que c'est un séminaire qui, cette année, est très réussi. Nous avons eu beaucoup de retours aussi dans le cadre des réseaux sociaux, mais aussi, je pense, du côté des auditeurs d'IHEST. C'est pour nous important de traiter tous ces sujets au fil des semaines et également de proposer ces sujets à des étudiants comme des artistes qui s'emparent de ces problématiques qui croisent art, société, technologie et qui nous engagent également à réfléchir sur l'état du monde, mais peut-être aussi la façon dont nous pouvons contribuer à travers ces avancées et les perspectives que nous donnent les spécialistes de tous ces domaines. Et ce soir, nous accueillons avec un titre assez percutant, assez intriguant aussi pour les étudiants d'ailleurs, et même pour les chercheurs que je suis, l'état actuel et avancé en fusion nucléaire. Et donc, Alain Bécoulet, nous vous accueillons ce soir avec non seulement un grand plaisir de découvrir votre spécialité, pour certains, parce que nous ne connaissons pas tout ce que revêt votre charge et tout ce que vous faites dans le cadre scientifique également, avec cet énorme volet que représente le nucléaire aujourd'hui, notamment pour la France et pour l'État, en termes aussi d'indépendance énergétique. Nous allons donc en savoir beaucoup plus sur le processus, à l'œuvre dans le cœur des étoiles. Nous allons savoir comment finalement tout cela correspond à une certaine réflexion sur le développement durable, puisqu'il y a aussi évidemment des nécessités aujourd'hui qui nous imposent des défis pour maintenir une certaine forme d'équilibre environnemental. Comment est-ce que la fusion nucléaire s'annonce dans la réalité proche, elle qui a été annoncée depuis très longtemps, mais comment aujourd'hui elle s'annonce et comment elle va transformer éventuellement ce que nous savons de ce champ, puisque c'est un pas supérieur au niveau technologique pour l'humanité, d'après ce que j'ai compris. Alors Alain Bécoulet, vous êtes actuellement directeur général adjoint et directeur scientifique de ITER Organisation. Vous avez la charge du département de sciences et intégration. De 2011 à 2020, vous avez été directeur de l'Institut de recherche sur la fusion magnétique, CEA-IRFM, à la tête d'une équipe de 300 collaborateurs. Vous avez été cofondateur du reste de cette initiative, du centre sino-français pour l'énergie de fusion CIFER, et vous avez occupé le poste de directeur adjoint du centre international chinois de coopération pour l'énergie de fusion. Vous avez beaucoup d'expérience, vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite et vous avez reçu également des prix de coopération scientifique. J'ai noté que vous étiez d'ailleurs en charge, vous êtes délégué Sud pour l'IHEST, donc ça c'est pour nous très important. Vous avez un rôle de fédérateur, vous mettez en œuvre des passerelles entre les auditeurs, parce que finalement on se perd un peu de vue au fur et à mesure. D'ailleurs je ne vois pas beaucoup de personnes de ma promotion, je pense qu'ils ne sont pas très loin mais ne sont pas là ce soir, donc je découvre d'autres promotions au fil du temps. Et donc je vous remercie de venir nous parler, de partager avec nous pendant une heure et demie cette expérience qui est la vôtre, et peut-être aussi de nous amener à une compréhension de l'état de votre recherche aujourd'hui et de votre action en tant que citoyen. Je vous remercie. Merci. Je vais prendre le micro. Merci de cette introduction. Bonsoir à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous emmener dans un monde, je vais vous emmener au cœur des étoiles, d'une certaine façon, en tout cas au cœur des étoiles qu'on essaie de reproduire sur Terre, et au sein du projet ITER, qui est aujourd'hui le plus gros projet de recherche et développement international. C'est un mastodonte que je vais vous présenter. Et à l'échelle du problème qu'on essaye de maîtriser, qu'on essaye d'adresser, qui est
la maîtrise des réactions de fusion nucléaire, de thermonucléaire, sur Terre, à dessein de créer des réacteurs on va dire de nouvelle génération. On n'est pas de génération ni 3 ni 4 de la fission, mais vraiment un autre type de réacteur nucléaire basé sur ce qui se passe dans les étoiles, basé sur les mêmes réactions. Alors avant de démarrer, je vais essayer d'aller crescendo un petit peu, et effectivement je vais essayer de replacer les recherches en fusion dans tout ce que vous entendez à la télévision, tout ce que vous lisez dans les journaux, toutes les annonces plus ou moins alarmistes qui ont trait aux enjeux énergétiques et environnementaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle tant d'énergie aujourd'hui? La première réponse, quand je donne un cours un petit peu plus bas niveau, je mets des points d'interrogation, j'attends que les élèves répondent, mais là ça va être un peu long. Donc, il y a une crise climatique, et cette crise climatique est très largement liée, pas exclusivement, mais très largement liée à la production de gaz à effet de serre par la combustion du gaz, du pétrole, du charbon. À force de tirer sur cette corde, même si certaines personnes contestent ce constat, on agit sur le climat et en plus on agit aussi, on pompe énormément des ressources de la planète. Donc il y a besoin de faire une transition énergétique. Pas très évident le pointeur. Il y a besoin de faire une transition énergétique. En fait, cette transition énergétique, je voudrais que vous compreniez qu'elle est appelée des vœux de tout le monde. Elle a juste un énorme problème, c'est qu'elle est impactée très fortement par les choix que nous avons fait précédemment, que nous n'avons pas fait précédemment. Je rappelle quand même que dans les années 1950, il y avait des rapports sur le bureau du président américain qui disaient qu'on est en train d'affecter le climat en brûlant du pétrole. Donc, ça fait 80 ans qu'on le sait, ça. Et donc on a fait des choix, ou plutôt pas fait des choix, qui sont liés à beaucoup d'aspects. Et pour faire une transition énergétique, pour impacter réellement le fameux mix énergétique et puis ensuite avoir un effet bénéfique sur le climat, sur l'environnement, eh bien ça va se compter pas en années, pas en décades, mais probablement en une centaine d'années si tout se passe bien. C'est-à-dire que si toutes les étoiles, entre guillemets, s'allument. Donc ça c'est important. On a des solutions et je vais vous montrer qu'on en a peut-être des nouvelles, mais il faut arrêter de croire que ça va se passer au Parlement ou chez le Premier ministre, je ne sais pas quoi, avec une déclaration magnifique et puis c'est fini, on passe en transit énergétique. C'est pas vrai. C'est une affaire qui implique toute la planète et qui implique probablement une échelle de temps de l'ordre de la centaine d'années. Donc la transition énergétique, il ne faut pas voir ça comme une marche d'escalier, il faut voir ça comme quelque chose qui est très progressif et qui demande une ténacité et une volonté collective importante. Alors après, on a d'autres aspects quand on parle d'énergie, puisqu'évidemment l'énergie, elle est au cœur d'absolument tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on consomme, il y a une jolie courbe qui montre que la croissance la croissance économique d'une société, elle est directement proportionnelle à sa consommation d'énergie. Et aujourd'hui, les tensions géopolitiques, que j'ai appelées récentes, mais elles ne sont pas toutes forcément récentes, montrent que on revient sur ce problème de l'indépendance énergétique, on revient sur « ah là là, on a laissé tomber le nucléaire, je ne sais quoi d'autre », et puis on se retrouve un petit peu dans des situations où on dépend beaucoup trop de l'extérieur. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était dans les années 70, quand on a décidé du programme nucléaire français, parce qu'on pensait qu'on dépendait trop du pétrole du Moyen-Orient. Aujourd'hui, la situation est encore plus compliquée et plus intriquée. On parle d'énergie aussi parce qu'on fait quand même de la recherche, on fait beaucoup de recherche dans tous les sens, et il y a de l'innovation technologique. On commence à avoir des solutions ou des pré-solutions sur un certain nombre de choses. Avant d'aller complètement décarboner, on a par exemple on a fait des progrès sur est-ce qu'on peut stocker le CO2 pour le CO2. Est-ce qu'on peut utiliser un autre vecteur que le pétrole ou le charbon? Et on se parle d'hydrogène. Et puis je vais vous parler d'un petit nouveau là, qui s'appelle la fusion, qui a beaucoup de promesses. On a rappelé que ça fait un moment qu'on en parle, parce qu'il y a tellement de promesses qu'il y a beaucoup d'engouement, mais c'est très loin à venir. Je vais y revenir tout à l'heure. Problème d'économie, donc la sécurité énergétique va fortement avec l'économie et la compétitivité.
On sait aujourd'hui, un peu amèrement, que d'abandonner des pans de notre industrie, abandonner des pans de notre activité, alors qu'elle soit industrielle, production, mais qu'elle soit aussi énergétique, c'est pas une bonne idée. Je reviens sur l'aventure amère qu'on a en particulier sur le nucléaire de fission, sur le nucléaire actuel. On a cru que tout était bon, c'est bon, on n'avait plus besoin d'entretenir notre savoir, etc. Et puis on se retrouve 20 ans, 30 ans après la première vague de centrales nucléaires. Savoir. Justice sociale, c'est un élément important. L'accès à l'énergie a un aspect social. Donc il faut aussi développer des sources d'énergie, transporter, distribuer ces sources d'énergie avec la notion, en tout cas dans nos sociétés, qu'il y ait une certaine justice sociale et que l'accès équitable à une énergie propre, eh bien, c'est une valeur, c'est quelque chose d'important. Et puis, en tout dernier, parce que je commence à être plus près de la fin de ma carrière que au début, la responsabilité intergénérationnelle, elle est vraie. Je reviens ici à ce point-là, c'est-à-dire que les choix qu'on fait aujourd'hui sont des choix qui vont impacter, malheureusement, pas seulement nos enfants, mais nos petits-enfants, etc. Donc, quand on est un chercheur avec un peu de conscience, on essaie de prendre ça en compte. Alors, l'image actuelle, vous la connaissez, mais il est bon de la rappeler en une seule figure. Si je regarde la production mondiale d'énergie, toute consommation confondue, eh bien aujourd'hui, elle est dominée à 80% par le fossile mondial. Et vous avez la part des renouvelables, ou tout du moins des non-fossiles, renouvelables, hydroélectriques et nucléaires, qui est marquée ici. Voilà contre quoi on se bat, voilà contre quoi. Voilà pour quelque chose qui vous explique qu'il est hors de question de changer ça en 5 ans. C'est quelque chose qui sera changé sur des temps extrêmement longs avec une volonté collective importante, qui n'est pas forcément toujours là. Si je me restreins uniquement à la production d'électricité, je suis un peu mieux, mondial toujours, je suis un peu mieux, vous voyez, la part des énergies non carbonées est meilleure, on va aussi en reparler. Mais ce n'est pas encore ça, il y a encore 60% de la production d'électricité dans le monde qui est à base essentiellement de gaz et de pétrole, donc qui est générateur de gaz à effet de serre. Alors la tâche est immense, collective et coûteuse, donc ça c'est ma chanson du début de la présentation. Je reviens un petit peu, la décarbonation progressive des systèmes énergétiques, elle a commencé à droite et à gauche, elle existe, il y a des politiques publiques. On parle de la France ici, mais il n'y a pas qu'en France. Fermeture de centrales à charbon, développement du solaire, de l'éolien, relance du nucléaire, ce qui nous concerne, mais avec les échelles de temps dont je vous ai parlé. On commence à augmenter l'électrification des usages, que ce soit les voitures électriques, les chauffages électriques, etc. Ça c'est important parce que le vecteur électricité se marie bien, va bien avec les énergies dites renouvelables non carbonées. Et puis, il y a des politiques publiques plus ou moins incitatives, taxes carbone, subventions, normes. Alors, vous connaissez le jeu des incitations publiques, hein, c'est une fois on va dans un sens, une fois on va dans l'autre. Enfin, il y a tout le jeu des lobbies qui vont bien, donc ces développements-là sont de toute façon très lents. Ils ont commencé. On a commencé aussi la multiplication des renouvelables, la modernisation des réseaux. Donc ça, c'est important de comprendre que si on change les sources d'énergie, il faut aussi adapter les réseaux. Donc, développement à grande échelle des énergies renouvelables intermittentes, dans les endroits où on en a besoin et dans les endroits où elles sont applicables. Développement des infrastructures de stockage. Alors, malheureusement, l'électricité, qui a beaucoup de points positifs, un point négatif, c'est que quand on la stocke, ça passe aujourd'hui par des batteries essentiellement électriques et ça passe de nouveau par une consommation des ressources de la planète importante. On y travaille évidemment. Renforcement des réseaux intelligents. Donc ça, c'est à partir du moment où vous avez des systèmes intermittents, des éoliennes, des panneaux solaires, etc., qui produisent à droite et à gauche. À partir du moment où vous avez des systèmes éventuellement de batterie, il faut s'arranger pour avoir un système intelligent qui permet de distribuer cette énergie là où on en a besoin. Et en général, les systèmes type renouvelables vont bien avec des réseaux plus petits, autour d'une petite ville, autour d'une industrie particulière, etc. Et avec des réseaux un peu intelligents, on arrive à gérer très bien avec les fameuses renouvelables intermittentes.
Transformation des usages et efficacité énergétique, rénovation des bâtiments, la meilleure énergie, je crois que c'est pas moi qui le dis, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, évidemment, il faut faire tout ce qu'il faut pour éviter de gaspiller cette énergie qui est un bien commun, avoir une mobilité plus propre, sobriété énergétique. Donc, on vous demande tous d'éteindre la lumière, on nous demande tous de faire des efforts, d'avoir cette conscience collective qu'on a besoin d'énergie, mais c'est une raison pour la gaspiller. Alors, j'arrive tout doucement ici. Il y a dans la fameuse recherche des technologies, en particulier des technologies de rupture, qui sont dans les laboratoires depuis un certain temps, que ce soit l'hydrogène, comment le fabriquer, comment le transporter, comment l'utiliser, à la place d'avoir l'électricité comme vecteur, on va prendre un autre vecteur qui est le vecteur hydrogène, d'ailleurs il y en a d'autres, comme l'ammoniac par exemple. Le captage et le stockage du carbone, j'en ai déjà parlé, et ce à quoi je vais me consacrer dans la suite, l'arrivée d'une autre source d'énergie nucléaire qui a sur le papier toutes les vertus, je vais essayer de vous convaincre, mais qui est diablement difficile à réaliser. Et puis je reviens sur mon dada préféré qui est la transition juste et équitable. Tout ça doit se faire avec une conscience collective importante. Ce n'est pas une raison pour recommencer les mêmes erreurs ou de repropager les mêmes erreurs sur des échelles de 10, 15 ou 20 ans. Alors, les sources d'énergie, j'ai évidemment mis, alors vous n'êtes pas tous des physiciens, donc j'ai mis des guillemets à source, parce que en fait, il n'y a pas de source d'énergie. L'énergie ne se crée pas, elle se transforme. Donc l'énergie, je peux la prendre d'une forme et puis la transformer, la mettre sous une autre forme utilisable. Alors voilà des exemples. Le charbon, par exemple, si je veux faire de l'électricité avec du charbon, en fait, qu'est-ce que je fais? Je commence à brûler ce charbon, donc je vais faire entrer en ligne de compte des réactions chimiques, le carbone avec l'oxygène. Ces réactions chimiques vont dégager de la chaleur, donc je vais passer sur une énergie thermique. Cette chaleur va servir par exemple à faire de la vapeur d'eau et à faire tourner une turbine, donc je vais passer par une énergie mécanique, je vais mettre en branle un générateur de vapeur, une turbine, et puis cette turbine en tournant dans un champ magnétique va me donner de l'électricité. On peut faire à peu près la même chose sur toutes les sources d'énergie. En fait, pour un physicien, il n'y a pas de source d'énergie, il y a simplement des transformations d'énergie qui sont à chaque fois, et c'est là que c'est important, à chaque fois ont une efficacité propre, une concentration propre et une efficacité de transformation. C'est-à-dire qu'on perd chaque fois qu'on va transformer, dans tous ces processus-là, chaque fois que vous voyez une flèche, j'ai perdu quelque chose. Ça, c'est le second principe de la thermodynamique. Et à chaque fois que je transforme l'énergie, j'en perds en fait, je la gaspille d'une certaine façon. Donc il faut aussi être intelligent et le gaspiller le moins possible. Pour un physicien, on peut voir ça aussi de cette façon-là. Il y a quatre grands... allez, on va en mettre trois ici. Il y a trois grandes interactions fondamentales de la nature que je vais mettre en jeu, soit la gravitation, soit l'électromagnétisme, soit les forces nucléaires. Eh bien, brûler du charbon, du pétrole, du gaz, de la biomasse, etc., c'est faire de la chimie. En fait, pour un physicien, c'est faire de l'électromagnétisme. Le photovoltaïque, c'est pareil. Un petit électron qui arrive sur une matrice de silicium et qui arrache des électrons, c'est pas de la chimie, mais c'est quand même les forces électromagnétiques qui sont en jeu. L'hydraulique, l'éolien, le géothermique, en fait, c'est la gravitation. Si on a du vent, si on a de l'eau qui coule, etc., c'est simplement parce que la gravitation. Et enfin, il y a une autre catégorie complètement différente qui sont l'énergie qui est concentrée au cœur du noyau des atomes. Il y a deux forces nucléaires, mais peu importe. Et c'est cette force, c'est cette énergie-là qu'on veut essayer de récupérer dans les réactions nucléaires. Et pourquoi? Parce que cette fois-ci, si je les classe par ordre de... Alors, cette quantité-là, c'est l'empreinte au sol d'un réacteur. Combien de mégawatts ou de watts je peux faire par mètre carré de réacteur. D'accord? Et évidemment, plus mon énergie, plus la production, plus la transformation d'énergie de base est concentrée, plus je vais pouvoir faire un réacteur petit. Alors ça se mesure comme ça. L'hydraulique, l'éolien, géothermique, qui font appel aux énergies mécaniques, à la gravitation, essentiellement, je peux récupérer 2 watts au mètre carré. Imaginez, j'ai un mètre carré, il y a 2 watts. Une ampoule, c'est 100 watts. D'accord? Si je vais sur le photovoltaïque, je suis 10 fois mieux. Je peux faire un peu mieux. Donc mes panneaux solaires, alors évidemment, après il y a plein de recherches pour aller à 25, à 30, à 40, mais on est de cet ordre de grandeur-là.
Si je brûle du gaz, du pétrole, du charbon, je fais vraiment mieux. Je peux faire des centrales qui sont de l'ordre de la centaine de mégawatts, voire de gigawatts. C'est 500 watts au mètre carré. Donc c'est déjà pas mal. Si je passe sur le nucléaire, je passe encore un ordre de grandeur dessus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le nucléaire, avec tous ses défauts, il a une énorme qualité, c'est que c'est le plus gros concentré d'énergie qu'on peut adresser et qu'on peut essayer d'extraire de la matière. Alors, il y a deux énergies nucléaires, rapidement. Donc là, je vais faire appel à vos cours de terminale, de première, comme mon petit-fils est en première, il voit ça pour l'instant. Donc, il y a deux façons d'extraire l'énergie d'un noyau d'atomes. Ça, ce sont des noyaux d'atomes. Les électrons sont en train de tourner là en dehors de l'écran. Soit je prends un gros noyau, uranium, plutonium et autres, je le bombarde avec un neutron, et en le bombardant, je vais le rendre instable. En fait, je vais le casser en deux. Et cette rupture de cohésion de ce noyau-là va me donner de l'énergie. En fait, ça va me donner de l'énergie à travers les vitesses de ces noyaux qui éclatent, et puis d'autres neutrons. Et c'est la base de l'énergie nucléaire que vous connaissez ou que nous connaissons, qui est que chaque neutron va en créer plusieurs, 2, 3, ça dépend de l'atome, ça dépend du noyau qui l'attaque. Et donc, on est capable de faire une réaction dite en chaîne, parce que celui-là, évidemment, il va de nouveau rencontrer un noyau lourd juste à côté. Donc, 1 donne, par exemple, dans cet exemple-là, 3, qui va donner 9, etc. Donc, la réaction nucléaire, elle est possible. On peut extraire de l'énergie à partir de la fission. Le problème, d'une certaine façon, qu'on connaît bien, c'est que c'est une réaction qui, puisqu'elle est en chaîne, peut devenir incontrôlable. Alors, ce que j'essaie de vous vendre ce soir, c'est un autre type de réaction nucléaire. Ce sont les réactions de fusion qui partent des tout petits noyaux, cette fois les tout premiers noyaux de la table de Mendeleïev. En l'occurrence, là, j'ai deux noyaux d'hydrogène. Alors j'ai triché un peu, ce noyau d'hydrogène, c'est juste fait par un proton. Et j'ai pris ce qu'on appelle les isotopes de l'hydrogène. Celui qui a un proton et un neutron, on appelle ça le deutérium. Celui qui a un proton et deux neutrons, on appelle ça le tritium. Si je suis capable de les envoyer l'un contre l'autre, à une vitesse suffisante, parce que c'est chargé positivement, ces petits animaux-là. Donc si j'essaie de les rapprocher, ils vont se repousser. Donc il faut que je les envoie suffisamment vite l'un contre l'autre. Eh bien, ils vont rentrer en fusion nucléaire. Un nouveau noyau va se former. Et en l'occurrence, dans cette réaction-là qui m'intéresse et sur laquelle je vais revenir, eh bien, je vais créer un noyau d'hélium et un neutron. Alors, beaucoup de réflexions là-dessus, mais j'y reviendrai. En particulier, vous voyez qu'ici, le neutron ne rentre pas dans une réaction en chaîne en particulier. Vous voyez que le produit de fusion, c'est un noyau d'hélium, c'est-à-dire que c'est le noyau le plus bénin qu'on peut trouver, alors que ça, ce sont des noyaux qui sont en général instables et radioactifs. Donc ça génère tous ces déchets de haute activité et de longue vie qu'il faut traiter. Et ça donne évidemment de l'énergie, parce que ces deux noyaux-là sont évacués avec une énorme énergie. Et en fait, ça donne même plus d'énergie par réaction que la réaction de fission. Alors ça se résume sur ce qu'on appelle la courbe d'Ashton. Si je mets ici tous les noyaux, en fonction du nombre de nucléons. Les nucléons, c'est soit un proton, soit un neutron, peu importe les classes, en fonction de leur grosseur. D'accord ? Là, j'ai les petits noyaux, là, j'ai les gros. Et puis, finalement, quand un noyau est formé, il a une certaine énergie de liaison. Il a une énergie qui le tient ensemble. D'accord ? Donc, si je trace l'énergie de liaison moyenne par nucléon en fonction du nombre de nucléons, j'ai cette courbe qu'on appelle la courbe d'Ashton, qui vous montre que si je prends un très gros noyau et que je le casse, en fait, je vais récupérer de l'énergie qu'il y a entre ici et par exemple ici, quand les noyaux vont se casser. Et c'est ça la réaction de fission. Alors que si je colle des petits noyaux entre eux, eh bien je vais monter ici. Et vous voyez la raison pour laquelle c'est beaucoup plus intéressant même pour générer de l'énergie, c'est que la pente qui est ici est énorme. Donc dès que j'arrive à coller des petits noyaux, je vais récupérer énormément d'énergie. Le noyau d'hélium est infiniment plus content d'être noyau d'hélium que les noyaux de deutérium-tritium étaient contents d'être noyau de deutérium-tritium. Ça s'arrête autour du fer 56, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un équilibre, on peut fissionner des gros noyaux et fusionner des petits. En fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut fusionner et fissionner n'importe quoi. C'est ce qui se passe en particulier dans les étoiles. Je vais mettre tous les deux. Si je prends des petits noyaux et que je les colle, eh bien, tant qu'ils sont petits en dessous du fer, la réaction va me donner de l'énergie. Mais je peux continuer. Je peux coller des gros noyaux entre eux. À ce moment-là, ça va consommer de l'énergie. Donc c'est une réaction qu'on appelle endothermique, mais ça existe. C'est ce qui se passe dans les étoiles.
Vous, moi, cette table, cet amphithéâtre ont été créés quelque part par la fusion de noyaux au sein d'une étoile. Si on en parle ce soir, c'est parce que la fusion existe, sinon, pas la peine. La fission, c'est le processus inverse. Si je peux récupérer de l'énergie en cassant les gros noyaux, je peux aussi casser des petits noyaux, il n'y a pas de problème, sauf qu'il va falloir que je dépense de l'énergie pour casser les petits noyaux. Alors, quelques chiffres, parce que je pense que c'est important que vous gardiez ça en tête. Donc, si je compare en énergie par kilogramme d'uranium, par kilogramme de tritium, par kilogramme de charbon, qu'est-ce que je peux récupérer? Vous voyez que si je brûle simplement du charbon, on va donner ça comme référence, peu importe, 3 10 puissance 7, eh bien si je fissionne de l'uranium, je vais récupérer 1 million de fois, même 2 millions et demi de fois plus d'énergie par kilogramme, et je vais encore gagner un facteur 5 si je fais de la fusion. D'accord ? Donc on est au niveau de 10-100 millions de fois plus efficace de faire de l'énergie nucléaire que de faire de la fusion, que de faire de la combustion. Pardon. Alors ça se traduit en des chiffres que vous aimez bien. Si je fissionne 100 grammes d'uranium dans un réacteur nucléaire, eh bien ça équivaut à brûler 1,4 tonne de pétrole. Je vais récupérer la même énergie. Et si je fusionne 1 gramme de deutérium-tritium dans un réacteur à venir, eh bien ce sera l'équivalent de brûler 10 tonnes de pétrole. 1 gramme par rapport à 10 tonnes. Celle-là, je l'aime beaucoup. Si je prends notre Soleil, qui est pourtant une des plus petites étoiles, sinon la plus petite étoile qui existe, elle est vraiment minable, notre Soleil, je suis désolé de vous l'annoncer, eh bien c'est quand même un réacteur nucléaire de fusion qui équivaut à 400 millions de milliards de réacteurs nucléaires de gigawatts. Et ça dure depuis 4 milliards et demi d'années. Donc c'est ça, on essaye de domestiquer sur Terre, c'est ça l'enjeu. Voilà, c'est pour fixer les idées. Alors, comment on fait ça? Alors là, je vous emmène un petit peu dans la physique nucléaire. Si je prends ici, cette fois-ci, je regarde la distance qu'il y a entre mes deux noyaux, mon deutérium et mon tritium. Par exemple, je vais fixer le tritium, je vais le mettre là, il est à 0, d'accord? Et puis ça, c'est la distance qu'il y a entre lui et son copain deutérium qui est là, d'accord? Ça, c'est le potentiel d'énergie, c'est-à-dire que, en fait, si je vais rapprocher, si j'essaie de rapprocher ces deux noyaux ici, comme je vous ai dit, ils sont tous les deux positifs, au départ, ils vont essayer de se repousser. Donc il y a ce qu'on appelle la barrière coulombienne, il y a l'énergie, il va falloir de plus en plus d'énergie pour pouvoir les amener l'un à côté de l'autre. Jusqu'au moment où ils sont tellement proches que cette fois-ci, ce sont les forces nucléaires qui rentrent en jeu, qui sont des forces à extrêmement courte portée, et qui vont cette fois-ci les attirer. Donc ça marche comme ça. Si j'envoie un deutérium à ce niveau-là d'énergie, il ne va pas aller bien loin, il va se taper dans la barrière colombienne. Si je le mène à un peu plus haute énergie, que je recommence, il va essayer d'arriver plus près, mais il va se taper dans la barrière colombienne. Par contre, si je passe au-dessus de la barrière colombienne, si j'arrive à des énergies relatives entre ces deux noyaux suffisants, eh bien, il va y avoir captation, il va y avoir capture d'un noyau par l'autre. Alors ça, malheureusement, si je mets des chiffres là-dessus, l'énergie relative de collision, ça ne me dit rien, 50 keV, mais si je le mets ça dans un milieu, puisqu'il va falloir que je mette ça dans une bouteille, et puis je chauffe pour que ça fasse cette agitation thermique, eh bien, il faut que je monte la bouteille à 400 millions de degrés pour arriver à passer par au-dessus de la barrière colombienne. Alors, heureusement, la physique quantique est arrivée au secours des physiciens. Vous voyez ici une ligne qu'on appelle l'effet tunnel. Et en fait, il y a un phénomène physique très intéressant qui fait que, eh bien, on peut tricher. C'est-à-dire qu'à partir de ce niveau-là, en fait, il y a un moment, il y a une interaction, il y a une délocalisation quantique entre les deux noyaux. Il y a quelque chose qui fait qu'ils se sentent bien avant qu'ils aient battu la barrière colombienne. Et on peut passer. Alors j'ai gagné quand même de 400 sur 150 millions de degrés. Donc le défi que j'ai, c'est comment je fais une boîte à 150 millions de degrés. D'accord? Donc ça vient de la physique fondamentale. Celle-là, je vous la passe en pratique. On a une petite chance parce que je vous ai parlé de la réaction deutérium-tritium. A priori, je peux fusionner n'importe quoi. Il se trouve que ce qu'on appelle la section efficace de cette réaction est bien meilleure que toutes les autres. Et en plus se passe à une température raisonnable de 150 millions de degrés. Si je voulais fusionner du deutérium avec de l'hélium-3, il faudrait que je monte de nouveau à 400-500 millions de degrés, etc. Et puis avec des probabilités, c'est logarithmique, avec des probabilités qui sont 10 fois, 100 fois moins efficaces si je veux faire ça. Donc dans le principe de développer le phénomène, on se concentre aujourd'hui sur cette réaction-là. Le jour où on saura faire celle-là, on verra s'il n'y en a pas d'autres encore mieux. Mais
pour l'instant on se concentre sur celle-là, et ça correspond à ce qu'on appelle la résonance de Brecher, c'est parce qu'entre-temps, entre le moment où ils sont deutérium tritium et le moment où ils sont hélium 4 et neutrons, il y a la création d'un noyau instable, ça s'appelle l'hélium 5, qui permet cette réaction, cet effet du temps. Alors, Monsieur Lawson, je vais redescendre d'un cran dans la fonction fondamentale. Monsieur Lawson, je vous ai dit, je vais essayer d'exploiter ça, je vais essayer de créer ces conditions. Pour créer ces conditions, il me faut en fait il faut que je satisfasse trois paramètres en même temps, et en fait le produit de 3 paramètres en même temps. Je vous ai convaincu qu'il faut une température suffisante, évidemment, sinon je n'arrive pas à vaincre la répulsion coulombienne. Ça c'est acquis. Il me faut une densité suffisante. Il faut que j'ai assez de noyaux, parce que si j'en ai 2, je vais faire une fois une réaction, et je ne vais pas faire grand-chose. Je ne vais pas faire un réacteur nucléaire avec ça. D'accord ? Et il faut un temps de confinement de l'énergie suffisant. Alors c'est là où ça, en général, ça coince un peu. Je vais essayer de vous expliquer ça. Je vous ai dit, je vais le mettre dans une bouteille, dans une boîte qui va tenir 150 millions de degrés. Évidemment, cette boîte, elle va fuir, elle va rayonner, elle va perdre de l'énergie. Et elle va perdre de l'énergie, j'imagine par exemple qu'à un moment donné, j'ai des réactions, j'arrête une réaction, et l'énergie, la température va descendre tranquillement. Elle va descendre avec un temps caractéristique qu'on appelle le temps de confinement de l'énergie. C'est exactement la même chose que si vous essayez de remplir votre baignoire le matin en oubliant de fermer la bombe de fond. Si vous ouvrez le robinet, si la bombe de fond est ouverte, vous ne monte pas. Si vous commencez à fermer la bombe de fond, ou si vous mettez encore plus de débit, l'eau va commencer à monter dans la baignoire. Si vous arrêtez le robinet, la bombe de fond est ouverte, votre baignoire va se vider avec un temps caractéristique. Et le temps de confinement de l'eau dans la baignoire, moi j'ai un problème avec le temps de confinement de l'énergie dans mon milieu. Et M. Lawson, ici décédé malheureusement, a fait ce qu'il fallait pour expliquer que dans le cas en particulier du deutérium tritium, sinon le chiffre est différent, il faut que le produit de ces 3 quantités, il faut que je sois dans un milieu où le produit de ces 3 quantités dépasse une certaine valeur. Donc c'est un effet à seuil. Tant que je n'ai pas dépassé NT taux de 2.6 distance 21 dans ce cas particulier, je n'arrive pas à faire de la fusion. Alors, j'ai 3 façons de faire de la fusion. La première façon, je vous ai dit, c'est les étoiles. Alors les étoiles, c'est des super réacteurs à fusion. La densité au corps d'une étoile, c'est 150 tonnes de notre Soleil, c'est 150 tonnes par mètre cube. Un mètre cube d'eau, c'est 1 tonne. On parle de 150 tonnes par mètre cube, c'est 150 fois la densité de l'eau. La température moyenne, en fait, le Soleil se paye le luxe de ne pas aller à 150 millions de degrés, puisque vous allez voir qu'à la fois sa densité est énorme et son temps de confinement est énorme. Si j'étais capable d'arrêter toutes les réactions de fusion du Soleil, à un moment donné, il se refroidirait en 100 000 ans. D'accord ? Il perdrait son énergie en 100 000 ans. Donc lui, il est super costaud, et je vous ai dit, en plus, notre Soleil est vraiment un petit dans la cour des grands soleils. Donc ce qui fait que je peux fusionner absolument n'importe quoi dans une étoile. Comment ? C'est pour ça qu'on est là pour en parler, sinon on ne pourrait pas. Donc, y compris, je peux fusionner des choses qui sont endothermiques, qui ont besoin d'énergie pour pouvoir fusionner. Alors sur Terre, évidemment, je ne vais pas pouvoir compétitionner, je ne peux pas faire des milieux comme ça. Alors sur Terre, j'ai 2 solutions. Je reviens sur ma réaction deutérium-tritium qui fusionne et donne hélium et neutron. Je peux essayer de mimer le Soleil. Je peux prendre une petite bille de deutérium-tritium et essayer de la comprimer extrêmement fortement, mais très vite. Compression adiabatique, la pression, la température va monter, la densité va monter. Comment on fait ça ? On prend une petite bille de deutérium-tritium de quelques millimètres de diamètre. On met 192 faisceaux laser, on synchronise et on les fait tomber sur la pauvre bille en même temps. Ça crée des densités extrêmement fortes, même au-delà de la densité au centre du Soleil. Ça crée des températures tout à fait raisonnables, tout à fait acceptables, sauf que ça dure, la picoseconde, c'est les millionièmes de seconde. Donc c'est une micro-implosion nucléaire qui dure 10 picosecondes. Ça marche, et en l'occurrence ça marche même très bien. Vous avez sûrement entendu parler il y a 1 an, 2 ans, 3 ans des exploits de ce qu'on appelle le National Ignition Facility américain, le National Livermore Lab, qui ont réussi à déclencher des réactions de fusion et récupérer plus d'énergie qu'ils en avaient mis, mais sur 10 picosecondes. Si je veux faire un réacteur avec ça, il faut que je ramène, je fais cette première implosion, il faut que je ramène très très vite, de nouveau, une petite bille au bon endroit, 892 lasers qui tirent dessus et je recommence.
Je recommence, si je veux vraiment faire quelque chose qui devient raisonnable au sens de la production d'énergie, il faut que je fasse ça 10-20 fois par seconde dans une enceinte. Il faut que je fasse des implosions nucléaires 10 à 20 fois par seconde et que je récupère évidemment tout ça au passage. Très difficile aujourd'hui, rien n'est impossible sur Terre, mais c'est qualifié d'extrêmement difficile. Alors il y a une autre méthode, et j'arrive tout doucement vers la ITER et vers la fusion magnétique. Il y a une autre façon de faire. Je vous ai dit, je veux 150 millions de degrés, je me concentre là-dessus. 150 millions de degrés, c'est ce qu'on appelle un plasma, c'est un gaz complètement ionisé, donc c'est des noyaux et des électrons qui se baladent ensemble de façon complètement libre. Et je ne peux pas les mettre dans une boîte parce que c'est beaucoup trop chaud, la boîte elle se volatiliserait. Donc il faut que je crée une boîte qui est capable d'avoir un temps de confinement d'énergie raisonnable, mais à ces températures-là. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? C'est un champ magnétique. Là aussi, je peux faire appel au cours de terminale maintenant. Si vous prenez une particule chargée, vous prenez un champ magnétique rectiligne comme ça, la particule chargée, dès qu'elle va avoir le champ magnétique, elle va se mettre à tourner autour. Une espèce d'affinité objective. Les particules chargées tournent autour des champs magnétiques. Donc vous voyez que je peux très bien imaginer que je piège, le champ magnétique piège cette particule. Donc si j'arrive à faire une bouteille magnétique qui piège toutes les particules chargées, comme je suis à 150 millions de degrés, ce ne sont que des particules chargées, j'ai gagné. D'accord ? Alors comment je fais? En fait, vous allez voir que la bouteille magnétique idéale, elle a une forme de toroïdale, parce que je vous dis, si un champ magnétique est rectiligne, la particule va tourner autour, mais elle n'a rien n'empêche de s'échapper au début. Il ne faut pas qu'il y ait des bouts. Alors, je fais du Raymond Devos, il faut que je referme les bouts pour éviter qu'il y ait une fuite à chaque côté. Je vous passe les détails parce que c'est de la physique quand même un peu compliquée, mais on arrive à ce qu'on appelle la configuration tokamak, avec des champs magnétiques avec courant en russe, qui me permet de, en chauffant ce milieu-là, donc je vais mettre une particule dans ce milieu-là, je vais les chauffer. Ça me permet d'avoir des temps de confinement qui ne sont pas mauvais. Dans la machine que je vais vous présenter ITER, c'est quelques secondes, 3-4 secondes, ce qui fait que si je l'éteins, elle s'arrête en 3-4 secondes. Tout de suite, c'est très intéressant parce que je ne peux pas s'emballer tout seul, je ne peux rien faire, que s'éteindre. J'arrive à monter à 150 millions de degrés, et alors le cadeau, la cerise sur le gâteau ici, c'est qu'avec 1 mg de matière par mètre cube, donc en l'occurrence 1 gramme dans la machine ITER, j'arrive à faire 500 MW d'énergie, de puissance. Donc voilà le Saint Graal ici. Alors j'en permets de m'arrêter 2 secondes sur la réaction de nouveau. Deutérium, tritium, hélium, neutron. Deutérium, formidable, ça existe. C'est en fait un isotope de l'hydrogène qui est relativement abondant. Chaque fois que vous avez 1 mètre cube d'eau, vous avez 1 litre d'eau de 33 mg de deutérium. Tout va bien, le deutérium, il y en aura jusqu'à la fin des temps, on n'a pas de problème avec ça. Le tritium, par contre, n'existe pas. Je suis en train de voir une réaction qui n'existe pas parce qu'un des deux réactifs n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce que justement, lui, il est radioactif avec une période très courte, 12 ans. Chaque fois que vous créez du tritium, vous partez, vous revenez, vous en avez perdu la moitié en 12 ans. Clairement, depuis la nuit des temps, il n'y a pas de tritium. Donc il faut le fabriquer. On a 2 façons de fabriquer le tritium. Dans certains réacteurs de fissile, il y a des réactions qui peuvent créer du tritium à volonté, enfin on peut le faire, on en a sur Terre. En l'occurrence, il y a 20 kg de tritium sur l'ensemble de la planète, très largement utilisé par nos amis militaires, évidemment, parce que c'est les mêmes réactions que vous avez dans la pommage. Mais vous voyez bien que ce n'est pas viable, je ne peux pas faire des réacteurs avec ça. Okay. Donc en fait, il va falloir que je crée le tritium. Comment je vais le créer? Je vais le créer in situ. Parce que si je peux commencer cette réaction, comme un petit peu de tritium au début, je vais commencer à créer des neutrons. Et les neutrons, eux, ne rentrent pas dans cette réaction-là, ils sont neutrons, ils sont sortis du milieu magnétique, et ils vont arriver sur les parois de ce métallique, que ce que vous voyez ici, tout ce qui est autour de ce milieu chaud. Ils vont rencontrer du lithium-6, ils vont casser le lithium-6, et ils vont fabriquer du tritium. Donc en fait, la réaction de fusion, pour vous donner ce qui est sur Terre, c'est une espèce de réaction double, c'est pas une réaction en chaîne, attention, c'est une réaction double. Une réaction de fusion de thérium-tritium et une réaction de fission neutron-lithium. Ce qui fait que le bilan, c'est je mets du lithium à l'entrée, je mets du deutérium, et je récupère de deutérium. Tout ce qui est radioactif dans l'histoire a été créé et brûlé sur place. Il n'y a pas de transport de tritium. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire depuis une bonne 50aine d'années dans la communauté internationale.
L'outil a un projet qu'on appelle ITER. Donc vous voyez un soleil, alors il y a le soleil couchant sur l'ITER, sur le côté là, le soleil levant avec l'autre côté. Il est en Provence. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Donc on essaye de faire cette bouteille magnétique. Donc, les lignes de champ magnétique sont représentées en violet. Donc ça a une forme torique. Le milieu réactif a une forme torique. Il est évidemment enserré dans une enceinte, et dans une enceinte qui est chargée de fabriquer les champs magnétiques. Vous y revenir, parce que toute l'astuce, c'est de fabriquer ces bouteilles magnétiques. On a fait une cinquantaine d'années de recherche depuis la déclassification des recherches en fusion à Genève en 1958, si je ne dis pas de bêtises. La communauté internationale, depuis ce temps-là, travaille de concert. Et on a développé donc, toute la physique qui va avec. C'est une physique qui est très compliquée, ce qu'on appelle la physique des milieux chauds magnétisés. C'est extrêmement complexe. On n'a toujours pas les bons ordinateurs, les bons supercalculateurs pour faire le calcul exact. Et on s'en sort quand même. On a développé toutes les technologies, je vais y revenir, pour que, dans le début des années 2000, on puisse imaginer fabriquer une machine, un tokamak, à qui on donnerait l'objectif d'amplifier l'énergie par un facteur 10. Je vous ai dit, il faut que je chauffe, il faut que je fais la configuration électrique, il faut que je dépense de l'énergie pour en récupérer. Je vous ai parlé de 500 MW tout à l'heure. l'ITER, on va le configurer et le chauffer avec 50 MW et on va récupérer 500. D'accord? C'est un réacteur de démonstration. Si on veut faire économique, il faudra faire un petit peu plus puissant, mais ce n'est pas un drame. Évidemment, deutérium tritium. On va lui demander d'être stationnaire. Donc, je vous ai parlé de 10 picosecondes sur la fusion inertielle. Là, on parle d'heures. On va faire une démonstration, on peut tenir ça pendant 1 heure. D'accord? Après, en gros, c'est un problème technologique. Vous l'avez vu pendant 1 heure, vous pouvez tenir plus longtemps. Complètement nucléaire, puisqu'il y a le tritium cette fois-ci. Jusqu'à présent, on faisait des plasmas qui étaient deutérium ou avec de l'hydrogène, ce qui fait qu'on ne s'embêtait pas avec les aspects, avec les neutrons, avec les neutrons. Là, on va faire une vraie démonstration en vraie grandeur. Il faut faire tout le cas nucléaire. Or, il n'existe pas. Le seul cas nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire le connaît, puis avec la fission. Donc on travaille de concert avec l'autorité de sûreté nucléaire française, parce que c'est elle qui fait la réglementation pour l'ITER, de façon à créer tout le cadre d'autorisation, de maintenance, de déactivation, de démantèlement, etc. C'est un énorme travail qui est long aussi, ça peut être. Évidemment, on veut faire la preuve de concept de la production de tritium, donc il y aura des modules qui créeront le tritium à partir de lithium, parce que ça c'est important qu'on fasse cette démonstration-là, même si l'ITER ne sera pas autosuffisant en tritium, il ne sera pas coupé au réseau non plus, c'est un réacteur de démonstration. Et puis, eh bien, puisque vous allez voir bientôt qu'on a plein de membres, plein de partenaires, eh bien, on est en fait là pour générer tout le savoir pour tous ces membres pour créer les réacteurs de futur. Alors, je suis là dans ma salopette jaune. Donc ça vous donne un petit peu l'échelle de cette machine. Et c'est tout petit, hein, parce que je compare au soleil quand même. Donc c'est une machine qui fait une trentaine de mètres de haut et une trentaine de mètres de diamètre. Alors qui pèse 23 500 tonnes, c'est-à-dire 3 tours Eiffel et demi, parce qu'on fait des images, comme ça nos membres, comme je suis en France, je donne des images de tour Eiffel. La chambre amide elle-même, donc le milieu, le plasma qui sera réactif, lui fera 800 cubes, dans lequel je vous ai dit, je mets 1 gramme de matière. Mais pour fabriquer tout ça, il faut que je fasse de la chambre magnétique. La chambre magnétique, c'est des bobines de câbles. Et puisque je veux que ma machine travaille en continu, ou du moins sur le très très long terme, il faut que ces champs magnétiques soient créés par ce qu'on appelle des éléments supraconducteurs, par des câbles supraconducteurs à basse température, qui leur permettent de ne consommer aucune énergie en créant ce champ magnétique. ITER, c'est 10 000 tonnes d'éléments supraconducteurs, refroidis à moins 269 degrés, le zéro absolu c'est moins 272, donc on est à 3-4 degrés au-dessus du zéro absolu. Dans un énorme cryostat, dans une énorme boîte de conserve qui fait 30 mètres par 30 mètres. Je reviens sur mes 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc vous vous imaginiez que même aussi grand que ce soit, ici il fait 150 millions de degrés, et ici, puisque vous avez une des bobines, elle est là, la plus proche, ici il fait moins 269 degrés. On est 3 mètres à 3 mètres l'un de l'autre. Donc faire un tokamak, c'est créer un milieu dans lequel j'arrive à passer de 150 millions de degrés à zéro absolu en 3 mètres. 3 mètres, à peu près. Alors si vous regardez dans la hauteur, c'est 6, et puis si vous regardez dans la largeur, c'est 3. Ok. Voilà, donc c'est ce qu'on s'est donné comme défi.
Et comme c'était pas assez compliqué techniquement, on a décidé de créer ça dans un consortium, justement dans un traité international qui implique tous ces gens-là, que vous connaissez certains qui savent bien ça marche. Mais ça marche. Donc en fait, on a signé un traité international, c'était en 2006, qui crée une organisation internationale du traité ITER. C'est ITER Organisation, ce joli logo jaune. Et puis 7 membres. Alors l'Europe est membre, pour vous poser pas de question. Donc en fait, il y a 33 pays dans l'histoire, mais il y a 7 membres qui travaillent ensemble, qui ont décidé de localiser ça. On est en Provence ici, on est au nord d'Aix-en-Provence, on est dans la vallée de l'Île-de-France, à côté du centre d'études nucléaires de Cadarache, et puis qui travaillent ensemble. C'est la seule organisation internationale qui est en charge de fabriquer quelque chose. Sinon, c'est l'ONU d'ailleurs. On a les mêmes statuts que l'ONU, mais nous, on est en charge de fabriquer quelque chose. Un peu d'histoire. L'idée est arrivée, alors ça devient presque amusant ces jours-ci, l'idée est arrivée du rapprochement Est-Ouest entre Reagan et Gorbatchev. Là, ils sont à Genève, devant un joli feu de bois, en novembre 1985, et ils décident d'enclencher un symbole, un grand symbole du rapprochement de l'humanité avec elle-même, etc. Et c'est le projet ITER, en fait, qui est décidé, qui va faire un réacteur de fusion. Évidemment, dans ce temps-là, c'était un concept. Quand même. On avait fait pas mal de recherches, mais c'était un concept. Alors, on est tout de suite mis au travail sur le projet. Il a quand même fallu 21 ans pour que la politique aboutisse au traité international, à la localisation en France, à la signature de qui fait quoi, qui paye quoi, etc. On se retrouve à l'Élysée, et c'est en fait Jacques Chirac qui a remporté le morceau à la fin, avec les 7 représentants des 7 membres et la signature de ce traité international. Le site qui a été choisi, je l'ai dit, c'est à Cadarache, à côté du centre d'études nucléaires de Cadarache. C'était une jolie colline, donc quelques années après, c'était devenu une plateforme. Et puis maintenant, c'est devenu une plateforme de 42 hectares. C'est en gros la taille d'un réacteur nucléaire. N'importe quel réacteur nucléaire a cette taille-là, avec tous les services et toutes les fonctions, je vais y revenir. En l'occurrence, tout de suite. Donc vous voyez, du haut, c'est 42 hectares. En l'occurrence, là, c'est le bâtiment siège. Là, c'est le bâtiment où on met la machine, donc aussi grosse soit-elle, vous voyez quand même que l'empreinte est intéressante. Et puis, tous les systèmes d'alimentation d'énergie, les systèmes de refroidissement, pour faire 10 000 tonnes, pour amener 10 000 tonnes d'éléments supraconducteurs à 4 Kelvin, à 4 degrés absolus, à moins 269 degrés, il faut un sacré réfrigérateur que je vais vous présenter tout à l'heure. En fait, vous avez devant vous, ici, le plus gros réfrigérateur au monde. Des conversions de puissance, etc. Et puis, à la fin des fins, je dis, on n'est pas couplé au réseau, on a une machine expérimentale, on va faire plein d'essais, on va faire plein de choses. Donc, on n'est pas couplé, on ne fait pas d'électricité. Donc, en fait, notre chaleur, elle se termine ici sur un système d'évacuation de chaleur, une tour de force. Alors, revoilà mon aimant. Je vais quand même détailler un petit peu, parce que je vais vous montrer de bien jolies photos après. Donc, je suis toujours là, cette fois-ci, j'ai une blouse bleue. Un aimant de tokamak, c'est 3 systèmes de bobines, en fait. Un premier système où il y a 18 bobines, ces grandes bobines orange verticales, qu'on appelle les bobines toroïdales, c'est n'importe le nom, qui sont chargées de fabriquer le champ magnétique principal, le champ magnétique. On parle, pour ceux qui ont une notion de ça, de 5 Tesla dans 800 mètres cubes, c'est des volumes magnétiques que je n'ai jamais vus ou pas. On a besoin d'un solénoïde central, on a besoin d'un deuxième aimant, c'est celui-là, toujours aussi supraconducteur. Celui-là, il va jouer le rôle de primaire d'un transformateur. Donc je mets du flux dans cet aimant-là, je décharge cet aimant-là, et en fait, il se décharge dans l'anneau de plasma. Il crée un courant dans l'anneau de plasma. C'est ça on a besoin de ces 2 champs magnétiques combinés pour faire un tokamak. Un chiffre, 15 millions d'ampères dans le plasma. Et puis, il reste un groupe de 6 bobines ici, qui sont horizontales, qui sont sérieusement grosses pour ITER, qui sont celles qui vont maintenir tout ce petit monde dans le volume que je veux, qui vont lui donner la forme pour maintenir la volume. Alors, on passe dans la réalité, on passe dans, je peux revenir une seconde ici, on passe dans ce bâtiment-là, qui est le hall d'assemblage, et puis on assemble plein de choses ici, et puis on les amène ici pour fabriquer la machine. Donc on est dans le hall d'assemblage ici, et vous êtes devant une des bobines, une des 18 bobines toroïdales. En fait, on en a 19, parce qu'on a quand même fabriqué une en secours si jamais il y a un problème. De nouveau, alors ça c'est pas moi, c'est je sais pas qui, mais peu importe, ça pourrait être moi. Voilà le genre d'objet qu'on va manipuler et qu'on va préassembler.
On les a toutes, en fait, on les a les 19. Une bobine comme ça pèse 360 tonnes, et ça fait 9 mètres de large et 17 mètres de haut. Les bobines poloïdales, les fameuses bobines rouges, vous avez vu qu'il y en a 6, il y en a 2 petites, une en haut, une en bas. Elles étaient suffisamment petites pour qu'on les fasse fabriquer par nos partenaires et qu'on les amène. J'ai oublié de dire que le principe de fabrication d'ITER, c'est une fabrication en nature. Nous, organisation internationale, nous faisons le design et nous commandons à nos membres des bobines, etc., suivant les spécifications. L'idée, c'est que tout le monde sache fabriquer. C'est pas qu'on a quelques industriels qui sachent fabriquer dans le monde et puis c'est tout. Donc en fait, on fait tout fabriquer par tout le monde. C'est un puzzle à 1 million de pièces fabriquées dans le monde entier. Donc voilà, alors dans les bobines poloïdales, les 2 petites, haut et bas, elles ont pu être fabriquées à l'extérieur et amenées. Les 4 bobines, les 2 moyennes et les 2 grosses, enfin si la plus grosse, il a fallu la bobiner sur place parce qu'on ne peut pas promener un truc pareil. Ça fait 24 mètres de diamètre, ça pèse 400 tonnes. Voilà, elles sont toutes là aussi. Et enfin, le solénoïde central, donc qui est 6 morceaux, l'un au-dessus de l'autre. Ça aussi a été fabriqué à l'extérieur, en fait, aux États-Unis. Livré, aujourd'hui on a tous les modules livrés, sauf le module de spare, le module de remplacement. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, pour l'instant, on s'en occupe moyennement. Et on a déjà empilé 5, et on empilera le solénoïde central, ça va finir en avril. Donc en pratique, on a tous les hémoditaires. J'attire votre attention sur les performances de ce truc-là. Si j'énergise cet aimant, je pense que je peux soulever le Charles de Gaulle. Si j'ai fait avec de l'acier, je fais pas plus faire. Le fameux réfrigérateur, donc voilà, vous êtes devant, donc c'est un immense bâtiment avec plusieurs lignes de production. Vous avez 75 kW à 4 Kelvin, ça ne vous dit pas grand-chose, mais ça permet de refroidir à moins de 169 degrés 20 tonnes d'hélium, c'est le plus gros réfrigérateur au monde. Le système d'évacuation de chaleur, il est pas mal non plus, donc c'est aussi 10 tours de refroidissement de 120 MW chacune, donc 1,2 GW. Vous contemplez là une fourniture indienne. Le cryostat, c'est aussi un bel animal. Donc, le cryostat, il fait en tout 3850 tonnes, il englobe le tout et il l'isole de l'extérieur. Il est fabriqué de 4 morceaux, il y a une base, un premier demi-cylindre qui prend les 2 premiers étages ici, un deuxième demi-cylindre qui prend le dernier étage et puis un couvercle. Aujourd'hui, la base et le demi-cylindre bas, ils sont déjà en place dans ce qu'on appelle le pic, là où on assemble la machine, et les 2 autres sont fabriqués, ils attendent, parce qu'ils arriveront à la fin, on finit par le couvercle. Et puis, l'enceinte à vide, donc c'est l'enceinte qui permet de faire le vide, les bobines sont autour de cette enceinte, et à l'intérieur de cette enceinte, c'est là où il y a 830 000 cubes de vide dans lequel je vais mettre 1 gramme de matière, donc il faut vraiment que ce soit une enceinte qui permet de faire un vide absolu, sauf que elle pèse 5200 tonnes, elle est énorme, vous voyez la taille qu'elle fait, effectivement 17, enfin une vingtaine de mètres de haut, etc. Donc c'est en l'occurrence, dans nos défis de fabrication, en fait c'est ça qui nous a posé, maintenant c'est résolu, qui nous a posé les plus grosses difficultés de fabrication. Les meilleurs fabricants au monde, les meilleures entreprises au monde, s'y sont cassés les dents. Je donne un exemple toujours, donc comme on a plusieurs partenaires fabriqués par plusieurs entreprises, et en l'occurrence, il y a 4 neuvièmes qui ont été fabriqués en Corée du Sud, chez un entrepreneur qui s'appelle UBV Industries. UBV Industries, c'est l'immense chantier naval coréen, qui est un des plus gros chantiers navals au monde. Ils sortent 3 supertankers par semaine, pour vous donner la capacité industrielle de fabrique. Ils ont mis 7 ans pour faire un module. Ça ressemble à ça, un module. Donc je vous ai dit, on en a 9 en tout, il y en a 6 qui sont livrés, et il y en a 3 qui sont à livrer encore, les 3 derniers viennent d'Italie en fait, et ils sont finis. Ils vont arriver, alors je ne sais plus, un en janvier, un en avril et un en janvier, les 3 derniers vont arriver. Ils pèsent quand même 600 tonnes chacun, et quand ils sont assemblés, je vais vous montrer comment avec les bobines supraconductrices autour, c'est un sous-ensemble, un neuvième de la machine qui pèse 1350 tonnes. 1350 tonnes, c'est 4 Boeing 747 soulevés en même temps. Alors voilà comment ça se passe, il y a une petite animation, si la petite animation veut bien démarrer.
Donc on est dans le hall d'assemblage, et puis on a des outillages, tout ce qui est gris clair c'est des outillages, vous voyez qu'on en a deux en parallèle, où on met un secteur d'enceinte, on met un panneau d'écrantage, et puis on vient ajouter de chaque côté des bobines, ce sont des immenses ciseaux qui fabriquent, qui amènent de bobines. Donc c'était les bobines oranges tout à l'heure, elles sont vertes maintenant. Une fois que cet ensemble-là est fait, on a un pont roulant qui arrive et qui soulève cet ensemble, ce neuvième du tokamak, ce neuvième ITER, et qui le fait passer du hall d'assemblage au hall nucléaire. Vous voyez, là, on rentre dans un monde où il y a du béton beaucoup plus costaud et beaucoup plus nucléaire. Et donc, le processus consiste à balader ça et à l'amener dans le cryostat. Je vous voyez, la base du cryostat avec son premier cylindre bas est là, et puis on aura la place pour le demi-cylindre haut et le couvercle ensuite. Et voilà, le procédé d'assemblage consiste à faire ça 9 fois. On met à peu près 6 mois pour fabriquer un module. Et ensuite, on a deux outillages en parallèle, et puis on fait ça. Alors pour vous montrer que ce n'est pas que du dessin, voilà le lever du premier module le 10 avril 2025 dans le hall d'assemblage, 10 350 tonnes. Ça prend une petite journée pour faire ce mouvement-là, hein, c'est un peu accéléré. Et voilà ce qui se passe. Donc on le sort, on le dégage de son outillage d'assemblage, on le fait tourner évidemment dans la bonne direction et on l'emmène là au fond où il y a le trou dans lequel on va l'assembler. Donc il y a un peu de fébrilité, je veux dire quand on fait ça. Et voilà, donc là on est dans ce qu'on appelle le pit, donc le cylindre de béton nucléaire dans lequel il y a le cylindre du cryostat. Et puis on descend l'objet et on l'amène en position. Alors le diable est dans les détails puisque cet objet monstrueux doit venir se positionner d'une part dans l'endroit et ensuite avec ses voisins au mieux que le millimètre près dans toutes les directions. Ici, ce n'est pas le solénoïde central, en fait, c'est un outillage de soutien, mais c'est là que viendra le solénoïde central à la fin. On l'enlèvera, c'est tout. Et comme on est fiers de nous, 2 mois plus tard, on soulevait le deuxième. Alors ça va devenir un peu monotone. On a vu finalement passer au monotone. Je ne raconte pas aussi l'attention avec laquelle on porte au pont roulant. C'est un pont roulant qui peut soulever 1500 tonnes, mais ça ne se trouve pas partout. Et puis donc dans ce cas particulier, on le fait tourner d'un 9e de tour parce qu'on va le descendre à côté de son voisin. Et c'est là que tout doit se positionner un peu plus limité. Voilà, ça c'était en juin. Puis comme on est très fiers de nous, en novembre, on a amené le 3e, alors je vous économise le film. Vous voyez le 3e qui est en train de descendre. Et normalement, avant la fin janvier, on devra descendre le 4e. Le processus va se dérouler jusqu'à la mi-2027, où les 9 secteurs seront en place. Et où ensuite, il va falloir les souder entre eux. Il va falloir les souder entre eux. Si vous regardez bien, vous voyez que ces 2 couches, là c'est bien souligné par ce scotch bleu, là, ces 2 couches métalliques qu'il faut souder, donc lèvre à lèvre sur tous les morceaux, donc sur les 9 morceaux. Soudure de qualité nucléaire, automatique avec des robots de soudage depuis l'intérieur. D'abord la coque extérieure, ensuite la coque intérieure. Le process va prendre 2 ans et demi, 24 heures sur 24 pour souder. 2 ans et demi. Ah, j'ai oublié de dire, parce qu'on est très fiers de nous, on a eu des problèmes justement de tolérance, etc. Il a fallu qu'on reprenne, en l'occurrence ces lèvres bleues, là elles ne sont pas bleues pour rien, c'est parce qu'on a tout repris millimètre par millimètre, on a eu du retard, et on a relancé ce qu'on appelle une nouvelle baseline en début 2024, et on est quand même très fiers de dire que depuis bientôt 2 ans, qu'on a repris les choses en main, on va dire, de façon plus vigoureuse, eh bien on est en avance sur notre calendrier de 3%, et on est en avance sur notre coût de 15%. C'est-à-dire qu'on est 15% moins cher que ce qu'on avait prévu, et même 25% moins cher si on compte les contingencies. Dans le coût, on donne un coût, et puis évidemment des marges. Donc aujourd'hui, non seulement on ne mange pas nos marges, mais on est 15% moins cher que ce qui est prévu. On est très fiers de nous. Les dates, cela dit, donc avec tout ce que je viens de vous raconter, c'est pas pour demain matin à 8h. Donc on est dans cette phase qu'on appelle l'assemblage. On va rentrer bientôt dans ce qu'on appelle l'intégration progressive, avec un service de tous les éléments. Ça va nous amener début des années 2030. On essaye de
essayer d'être un tout petit peu meilleur que 2033, peu importe, pour la mise en service et le lancement de la phase expérimentale. Donc il faut retenir que c'est la décennie prochaine que ITER va fonctionner et que ITER va faire sa démonstration. Donc on a encore beaucoup de choses à faire sur l'assemblage, la connexion et la mise en service. Au-delà d'ITER, pourquoi on fait tout ça? Parce que je vous ai vendu quelque chose qui n'est pas un réacteur, qui est un réacteur expérimental, une démonstration de faisabilité en vraie grandeur à échelle 1. En 2021, notre directeur général précédent, qui malheureusement est décédé l'année suivante, M. Bigot, a amené la fusion à la COP. C'était la première fois que la fusion en tant qu'énergie arrivait dans la logique de l'énergie qui arrive, même si elle arrive lentement. Donc ça, c'était un pas important. Au passage, vous voyez qu'il y a un panel, on est très fiers de lui, parce que c'était 4 femmes qui débattaient autour de Bernard Bigot. Ça vous montre que la diversité, ça existe. En même temps, là, c'est une donnée du monde industriel américain, c'est à peu près la même chose un peu partout, peut-être à une ampleur moindre. Vous voyez les années défilées, vous voyez la décision du projet ITER ici, et vous voyez en fait l'engouement du secteur privé à essayer de dire ah mais il y a quelque chose qui mature ici, il y a quelque chose à faire, peut-être que très bientôt on va avoir des réacteurs et nous voulons être acteurs de cette chaîne de valeur. Attention, ce ne sont pas des fournisseurs d'ITER, ça ce sont des entreprises qui se disent moi je veux être une entreprise de la fusion, je veux faire des réacteurs, je veux faire des morceaux de réacteurs, etc. Donc l'engouement est énorme, vous voyez plein de noms, à l'américaine, hein, c'est toujours un peu clairvoyant. Il y a quand même 11 milliards de dollars qui ont été investis dans cette partie-là, c'est pas rien, depuis une petite dizaine d'années, un peu moins, 7-8 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas loin d'être prêt, mais quand même. ITER n'a pas encore fait sa démonstration. Il manque encore certaines briques technologiques qu'il faut développer, en particulier vraiment la fabrication du tritium in situ, il y a encore des choses à gérer. Mais il y a déjà une supply chain, une chaîne industrielle qui se met en place. Il y a un document qui a été émis par l'AIEA l'année dernière qui est extrêmement intéressant parce qu'il donne l'ensemble de l'image de qu'est-ce qu'il reste à faire, qui sont les acteurs publics, les acteurs privés, les régulateurs, le public, etc. Donc c'est un document qui est assez intéressant si vous avez la curiosité. Il n'est pas très long à lire et il donne vraiment une image assez globale. En particulier de ces briques technologiques qui manquent encore. ITER va en adresser une partie, mais pas tout. Et en particulier des matériaux qui résisteraient à ces conditions extrêmes sur 40 ans, 50 ans. Les matériaux d'ITER vont résister aux conditions d'ITER sur la vie d'ITER. Pour passer à un réacteur, il faut passer encore 1 ou 2 ans de grandeur au-dessus sur les matériaux résistants à ces conditions-là. Le cycle du combustible du tritium, etc. Il y a quand même encore un certain nombre de choses à faire dans des installations périphériques, tout en développant cette chaîne industrielle. Vous voyez ici, à la COP, 2 ans plus tard, en 2023, c'est Raphaël Grossi, donc le directeur général de l'AIEA, qui a repris le flambeau de Bernard Bigot et qui a créé un groupe international, d'une certaine façon plus large qu'ITER, tous les membres d'ITER, il y en a d'autres, qu'on appelle le World Fusion Energy Group, qui a adopté ce document stratégique et qui, aujourd'hui, travaille de concert, public-privé, pour pouvoir aller vers des réacteurs. Là, on a aussi une très jolie photo de famille, puisque ça a été lancé au G7, en 2024. Il y a déjà eu 2 réunions de ce groupe, et une quarantaine, une cinquantaine de pays qui se mettent ensemble et qui disent on veut continuer, on veut matérialiser maintenant la route vers l'énergie fluide. Notre rôle, ITER, c'est une institution publique de recherche. C'est la plus grosse institution publique de recherche, mais c'est public, c'est vraiment public. Donc notre rôle, c'est de développer la machine, mais c'est aussi de gérer, de manager ce savoir et de le transférer à tous ceux qui en ont besoin. Tous les industriels, toutes les compagnies de nos membres. On a la moitié de la planète qui est représentée, donc ça vous donne une idée de ce qu'on a en face de nous. Donc on a créé depuis quelques temps maintenant des rencontres régulières sur ITER de tous ces gens-là. Les 2 années de suite, il y a eu 350 participants qui sont venus sur ITER. On attend l'année prochaine encore plus de gens. Et en gros, on fait face à eux en disant qu'est-ce que vous voulez savoir? Nous on sait, nous on a ce savoir-faire, ce savoir ne pas faire. On a plein d'erreurs, plein de choses qu'il ne faut surtout pas faire. Tout ça on sait, on est en train de le manager, je vais y revenir. Et on ouvre nos manuels de conception, on ouvre nos codes. Je suis très, très fier de ça, c'est une de mes réalisations récentes. On a ouvert tous nos codes à tout le monde, en open source.
Donc si vous voulez designer et fabriquer un tokamak, eh bien, vous n'avez qu'à aller sur GitHub, le GitHub qui va bien, et vous trouverez tous les codes qui vont avec. On crée des catalogues, on crée des visites, on répond à leurs questions, avec évidemment la gestion de la propriété intellectuelle qui va bien, parce que tout n'est pas à tout le monde. Donc, on gère ça. Et puis pour faire ça, ça ne va pas vous surprendre, parce que si l'ITER se mettait comme ça, on lui poserait la question, on se met à l'intelligence artificielle pour faire tout ça. Pour gérer tout ce savoir, le transmettre à l'intérieur, c'est une aventure qui est très longue, donc il faut aussi qu'on prépare nos générations futures à l'extérieur, vers les industriels, vers le monde plus économique. Eh bien, on est en train de mettre de l'intelligence artificielle absolument partout, depuis la conception du système d'ingénierie, toutes les phases de construction. Alors ça va même aller chercher la qualité, les fonctions corporelles, pour comment on recrute les gens, etc. On met de l'intelligence artificielle partout. Mais sur la partie à venir, la préparation de l'opération, la préparation de la maintenance, comment on va gérer cette machine et puis comment on va la conduire, comment on va conduire une voiture automatiquement. Ce sont des millions et des millions de signaux, des millions et des milliers et des milliers de systèmes qui se répondent, qui sont contrôlés les uns avec les autres. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne saurait pas opérer ITER si on n'avait pas ce genre d'assistance. Voilà, et puis on va même faire un peu d'exploration des frontières de la science avec nos amis des laboratoires. C'est intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez répondre. Voilà. J'ai couvert une heure. À vous de me poser des questions. Merci beaucoup, Nicolas, c'était... Ça, c'est les drones au-dessus du pont. Vous allez beaucoup là-bas, j'imagine. Pardon ? Vous y êtes très souvent, vous y écoutez... Ah ben moi, j'habite là. Quasiment, voilà, c'est ça. J'ai 38 ans dans la fusion. J'ai 38 ans dans la fusion, d'abord au CEA, puis au CEA. On va déjà poser peut-être quelques questions. Une première question. Bonjour à vous, merci beaucoup pour cet exposé passionnant. J'ai eu l'occasion d'étudier le journalisme et il y a juridique. J'ai eu l'occasion d'aller sur le site. Je vois qu'il y a des avancées importantes. Ma question porte sur l'organisation internationale. On imagine que c'est des recherches qui sont d'un mouvement stratégique à la fin. Est-ce que les soubresauts géopolitiques actuels ont une influence sur votre fonctionnement, sur les financements, sur comment l'information passe entre les différents protagonistes? Peut-être que je peux prendre ça. Je suis là. Ça marche, non? Donc, effectivement, c'est une organisation internationale, fruit d'un traité. C'est pas juste une collaboration. On a signé un traité avec le gouvernement. Donc, ça, c'est important parce que les gens sont engagés. Donc, je dis, c'est un système où les membres fabriquent et fournissent en nature. Donc, même nos amis américains qui détestent faire des choses à l'extérieur, en fait, c'est de l'argent américain qui est investi dans l'industrie américaine. Il se trouve qu'ensuite, ils le mettent sur un bateau, mais l'argent américain sert à l'industrie américaine. Un exemple comme on est, l'organisation elle-même, elle est, comme toute bonne organisation internationale, totalement apolitique. Pas à part le politique et l'intérieur, il y a 1000 agents de l'organisation internationale, plein d'autres, mais il y a des Russes, il y a des Chinois, il y a des Américains, on parle ensemble, ça ne pose nous personnellement aucun problème. La politique est au niveau de notre gouvernance, donc les conseils militaires, 2 fois par an, les représentants des ministères, en gros, on vient que ce soit dans notre table de commissaire. Et là, oui, là, ça parle de politique. Et là, ça parle de politique, mais aujourd'hui, très honnêtement, la mauvaise politique n'est pas descendue justement à cette conseil. C'est comme ça. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont quand même la conscience que d'une part, ils ont investi beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, déjà, on est quand même passé pour les plus près de la fin que le début, que le jeu vaut cette chandelle, c'est une grosse chandelle aussi, ils ont beaucoup investi. Donc, ils iraient quand même 2 fois avant de claquer la porte ou avant de faire des choses à droite à gauche. On a quand même eu le souci de maintenir l'équité aussi, parce que chacun des membres a une chair, une part particulière, donc il faut que le retour. Donc il y a beaucoup
beaucoup de choses assez subtiles, y compris dans le personnel de l'organisation. On a aussi une représentation importante des différents membres. Mais aujourd'hui, la politique n'est pas descendue jusque-là. Alors, il y a toujours des menaces de moi, je vais vous payer, je ne vais pas payer cette année, des choses comme ça existe. Pour au moins 2 bonnes raisons. Des fois, c'est parce qu'il y a un membre, je vais nommer une personne qui a une année un peu difficile. Et puis, il y a aussi des membres qui veulent se faire voir, se faire entendre. Pour l'instant, donc on est, à chaque fois je fais le plaisanterie, on est le 9 décembre 2025 et il est 19h25, pour l'instant c'est bien. Avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, effectivement, c'est compliqué. Ils utilisent tout ça presque comme des influences, comme des pour se fâcher. C'est plutôt, on est aussi dans le monde où on a que des muscles, moi je fais ci, moi je fais ça. Je ne sais pas. Je suis absolument incapable de dire ce qui peut se passer dans 10 minutes, mais pour l'instant, que ça marche, si ça tient. Je trouve que chaque fois, étant chef de la science, je suis en fait la personne qui en interface avec toute la communauté internationale. C'est un projet avec des ingénieurs, etc. Et puis le département de sciences et intégration, c'est nous qui sommes face à voir avec l'ensemble des membres. Et honnêtement, on peut permettre que les gouvernements, que les laboratoires, etc. Ça faut qu'on ait quelque chose, que nous on est présents. Il n'y a pas de mauvais jeu. Petit message d'espoir pour l'instant. On se réjouit de faire partie de la diplomatie scientifique. Voilà, elle a la force qu'elle a. La diplomatie des arts et des sports, elle est aujourd'hui. Oui, j'ai une maison juste à côté, à Clos-les-Bains. Donc c'est vraiment, je passe à chaque fois. Et j'ai vu au fil des années la bâtisse se mettre en œuvre, se mettre en place, prendre un espace quasiment incommensurable. On fantasme même de savoir mais qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et là, vous venez vraiment de dévoiler le mécanisme et la machine. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'intérieur de ces bâtiments. Et alors, la question que je me posais, c'était par rapport à la maintenance sur 100 ans, par exemple. On voit bien quelles sont les problématiques, notamment il y a différents modes de mise en œuvre de centrales nucléaires, plusieurs technologies, plusieurs techniques, plusieurs époques. On nous dit que certaines technologies, notamment françaises, sont plus fiables que certaines autres technologies, notamment russes. Donc il y a des dichotomies. Est-ce que vous avez fait la synthèse de tous les problèmes imaginables et envisagés dans le sens de cette nouvelle technologie, qui devrait donc être une sorte de source inépuisable pour l'humanité? Est-ce que vous avez imaginé donc un rythme de maintenance sur plusieurs siècles? Alors, faire la synthèse de technologie, c'est pas possible, mais on est comme partout dans la recherche et le développement dans l'industrie, on est sur les épaules de notre prédécesseur, parce qu'évidemment, on prend toutes les leçons qui viennent de l'Union européenne nucléaire, et nous, on veut passer notre savoir pour justement éviter de refaire les mêmes bêtises, mais on en fait des nouvelles, on n'a pas de souci avec ça. Comment, donc, aujourd'hui, une machine communautaire, on a expérimenté, elle a fonctionné, tout va bien, mais si le monde se trouve d'accord, on a peut-être une trentaine d'années, on a donné des résultats comme ça, mais ça n'a jamais pu de réseau parce qu'elle n'est pas structurellement faite pour faire de l'énergie astronomique. Elle est faite pour faire de l'énergie plusieurs fois par jour pendant une heure, donc ça ne sera pas pour faire de l'énergie. Donc il y a ces recherches, il y a pas mal de recherches sur la cellule, pour créer des réacteurs. Le prochain réacteur, eux, devront tenir 80 ans. Donc il y a la maintenance, effectivement, et ce qu'on essaie aujourd'hui de synthétiser, c'est tout ce qu'on a fait dans l'idée, créé, conçu, fabriqué, comment on va le maintenir, parce qu'on n'a pas encore commencé à le maintenir, comment on va le maintenir, pour ensuite passer ce savoir. C'est des millions de systèmes, de sous-systèmes, de composants, etc. Donc aujourd'hui, ça n'est plus à l'échelle humaine. C'est vrai dans la fiction. Ces objets-là ne sont plus à l'échelle humaine dans leur maintenance, dans leur fonctionnement. Donc on crée en fait ce qui sera probablement là le vrai legs, ce sont des
des jeux numériques, c'est de passer en fait le savoir sous forme complètement numérisée de tout ce qu'il y a absolument partout. Et de comprendre, alors même pour l'opérer un système comme ça, on va faire des placements, il va se passer quelque chose, j'ai besoin de systèmes experts qui vont me dire voilà ce qui s'est passé exactement. Après des systèmes, voilà ce qui s'est passé exactement. Sur des milliers, des centaines de milliers de systèmes. Il y a des centaines de milliers de bits de rétroactions. On pilote une voiture, vraiment l'image à encore plus grande échelle, on pilote une voiture en le bon avantage, l'avantage de la fusion par rapport à la fission, c'est que si je me plante, ça s'arrête. Donc tout ce que je risque, c'est que ça s'arrête. Donc moi, c'est pas mal. Je ne risque pas l'explosion de divergence et tout ça. Mais il faut quand même que je place. C'est-à-dire, donc, si je comprends bien, on va abandonner la fission pour aller vers la fusion. Alors, c'est absolument pas beau de dire ça. Pour moi, de bonnes raisons. Je suis dans ce genre de question, je suis principal un peu des autres, pas plus. On développe une nouvelle carte dans le portfolio des cartes de production numérique. Vous voyez qu'elle va avoir essentiellement des caractéristiques extrêmement concentrées, extrêmement puissantes. Je ne vais pas mettre ça dans un village d'enfants du Auvergne ou de l'Afrique. C'est évident. Donc le mix énergétique, quand la fusion entrera dans ce mix, le mix énergétique va se réorganiser, puis se repolariser différemment. Est-ce que ça remplacera les énergies de fission? Peut-être, mais pourquoi ne pas garder l'énergie de fission? Elle est aussi pas mal du tout. On progresse beaucoup sur les déchets, etc. La transition que vous avez dit au début, de toute façon, ça va prendre des décennies, donc il ne faut pas concevoir ça comme ça. Ce que je vous dis par contre, c'est que moi je pense que cette machine va vous dire c'est bon, vous pouvez y aller dans une vingtaine d'années. Vraiment, ça n'empêche pas que les gens commencent à concevoir. Donc en gros, ça marche, on sait le faire dans une vingtaine d'années. On va commencer à faire des réacteurs de démonstration. On a de la chance, on a 7 membres. C'est possible qu'il y ait surtout 7 types de réacteurs qui se mettent en construction en même temps. C'est déjà pas mal, ça peut vous en avoir un. Vous comptez encore une vingtaine d'années, et après, si ça marche vraiment, ça peut couper ça au réseau, etc. Vous redéployez ça sur la planète. Désolé pour les options de cette salle, je ne vois pas l'énergie de fusion impacter le mix énergétique mondial dans la fin sociale. Là, on parle de quelque chose de génération peut-être. Voilà. Alors, on accélère. Vous allez nous convaincre que tout ce qui accélère, j'accélère. C'est formidable. Mais il faut quand même accélérer. C'est pas une dernière question sur les scientifiques avec une petite fébrilité quand l'accélérateur de particules a été mis en place, en service. Est-ce que vous pensez aller vers il y aura une petite fébrilité quand on se met en place ou c'est totalement déjà cerné? C'est quand même bien porté comme ça, mais c'est clair qu'il y a une extrapolation de quelqu'un que vous racontez. Le plus gros tokamak en fonctionnement, qui vient de faire en Angleterre et un autre au Japon, le plus gros tokamak en fonctionnement comme maquette militaire, c'est 10 fois plus petit en volume. On a une extrapolation d'un facteur 10, donc plus la nucléaire que les machines n'ont pas. Donc on saute de la Lune à Mars. Donc même si on sait aller sur la Lune, ou si on savait aller sur la Lune, aller sur Mars c'est quand même autre chose. On est dans ce genre d'extrapolation. Donc oui, il y a une possibilité que ça ne marche pas, mais on ne détecte pas la possibilité scientifique. Il n'y a pas de showstopper physique. Donc après c'est des mise au point. Donc ça peut être mise au point. C'est comme ça qu'on fonctionne. Je suis un grand fan de Nikola Tesla, c'est un de mes références artistiques aussi. Et je lui demandais, est-ce que vous avez pensé à tout ce que ça va apporter en termes de prospective? On imagine la conquête spatiale, on imagine peut-être une disparition de certains labeurs pour l'humanité, enfin, plein de choses qui pourraient finalement améliorer, mais est-ce qu'on va dans ce sens-là
avec cette nouvelle énergie? Comment on l'a... Alors, on va dans un sens où, si on se rapporte, on a effectivement on respire un peu, je viens de dire le dernier Fumeur où les acteurs sont en train d'aller chercher, je ne sais pas quoi, pour préserver plus assez d'énergie dans le système. On ramène une source d'énergie supplémentaire qui permet de reprendre un développement avec, a priori, un impact environnemental qui n'est pas mauvais, mais plutôt bon. Donc ça ouvre tout ça. Qu'est-ce que l'être humain fait plutôt qu'il a inventé, il y a des mecs qu'il a inventé, etc. Après, je laisse juger sur la réponse. Donc, oui, c'est clair que ça pourrait être pour un bon moment une sérieuse ajout dans les questions de l'énergie. Ça c'est sûr. Après, on fait. Je donne la parole. Vous avez parlé de la montée en puissance du secteur de la fusion et des investissements massifs. Je me demandais donc comment ITER et les entreprises de la fusion envisagent l'approvisionnement massif de stratégique, par exemple le lithium, sachant que plusieurs pays producteurs ne sont pas oui, c'est très clair. Le problème de l'impact sur les matériaux stratégiques. Donc le problème de l'impact des matériaux. Alors, il y a effectivement, dans ces développements-là, dans le thème, on est sur le Ferrari, sur le Formule 1, donc on peut laisser un matériau, on regarde comment on peut faire, etc. Mais on a déjà, de toute façon, à ce stade-là, la perspective de SPC sustainable. Parce que, je donne un exemple précis, toute la chambre, jusqu'ici, dans le concept militaire, toute la chambre de ce tord de la surface qui regarde le plasma sur le tord est découverte de dérivés. Il y a beaucoup de bonnes raisons pour le plasma. On se débarrasse du dérivé, on a changé. C'est pas sustainable, il n'y en aura jamais assez pour faire une filière, et puis en plus, c'est une cochonnerie, c'est chimiquement très en vaporisant, etc. On se débarrasse du dérivé, on a mis un système. L'histoire du lithium, elle arrive pas immédiatement, elle arrive en deuxième temps. On va essayer cette façon de faire du lithium. Le lithium, contrairement à ce que vous voyez, on a beaucoup. Simplement, il y a peu de gens qui l'exploitent. Et donc, en pratique, on n'en trouve pas partout et il y a une tension des politiques sur le lithium. Donc il faut aussi, si on a une filière qui se développe comme ça, il y aura automatiquement une filière sur le lithium. Par contre, le lithium, il faut le purifier, c'est le lithium 6 qui m'intéresse, c'est que une dizaine de pourcents dans le lithium 7, etc. Il y a une chaîne industrielle à créer. Il peut y avoir d'autres façons de faire le lithium aussi. On va tester celle-là. Et puis je vous ai rapidement dit qu'il y avait d'autres réactions de fusion qui sont encore plus intéressantes parce qu'elles sont ce qu'on appelle anémie, qui sont encore mieux, qui sont pas du tout de neutrons, mais elles sont plus dures à réaliser. Donc on peut imaginer que ça c'est une première étape dans un développement. Il ne s'agit pas d'autres pays qui pourraient éventuellement avoir une matière première. Les autres matières premières qu'on utilise pour faire la Totamax, c'est pas non. Même sur le lithium, on va pas en mettre beaucoup moins que dans les batteries des voitures et des machins. L'autre chiffre que je vous ai donné il y a bien, c'est si je prends le deutérium qu'il y a dans votre baignoire de ce matin et puis le lithium qu'il y a dans votre batterie de l'ordinateur, je peux faire avec ce processus-là toute l'énergie que vous avez besoin de tout le temps. C'est ça l'efficacité. Donc on n'est pas. C'est un téléphone portable par personne, pas plus, pour toute sa vie. Donc on est bien au-delà aujourd'hui sur la consommation de lithium, etc., sur toutes les batteries. Et puis, si on croit à la recherche aujourd'hui sur les batteries, on voit très bien que le lithium va finir par être abandonné. La tension sur le lithium liée aux batteries va bien changer. Donc il y a tout ça derrière. Mais on n'en est pas aux études socio-économiques encore. Pour être très honnête, on n'en est pas aux études socio-économiques. Oui, bonsoir. Ma question porte sur les éléments de Saint-David. Quelle est leur caractéristique physique la plus extraordinaire par rapport au savoir-faire de l'industrie métallurgique contemporaine?
Alors, c'est essentiellement, vous avez vu, c'est des tôles de 2 cm de 3 cm d'épaisseur, qui sont déjà elles-mêmes soudées entre elles, et qui, à la fin, sont détendues, etc. Ils doivent arriver à la précision dimensionnée dans toutes les directions, pour pouvoir se souder les unes aux autres de façon nucléaire. Donc ça, c'est ça qu'on a, enfin, c'est ça qu'aujourd'hui l'industrie ne sait pas faire. Elle arrive à des tolérances. C'est la précision. Elle arrive à des tolérances de 4-5 mm de fois plus. En fait, ce qu'on est obligé de faire, c'est. Comme d'habitude, non, il faut le faire. Il faut le faire. Au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on perd plus de temps à demander de le faire que de ne pas faire, c'est pas faire. Donc, on a finalement réceptionné ces objets-là et on a créé nous-mêmes les robots pour justifier. Donc, millimètre par millimètre, dans toutes les directions, toutes ces ailes. Ça prend un peu de temps, mais c'est dans un organisme communautaire, je pense qu'on a donné plus d'argent à en parler qu'à le faire. Si vous regardez finalement simplement le coût de déroulement de l'immobilier, on a donné plus d'argent à en parler qu'à le faire. Voilà. Mais donc aujourd'hui, on a une lesson learned aussi, c'est-à-dire que alors les deux lessons learned de cette histoire, peut-être qu'il y a des designs plus intelligents que de couper en neuf comme ça avec ces interfaces-là. Et l'autre truc, c'est que maintenant, on sait que de toute façon, on va le créer avec quelques dizaines, quelques centimètres, jusqu'à un centimètre d'erreur, et on corrigera. Si on savait ça depuis le début, on va faire plus souvent. Merci pour l'information. J'avais en fait 3 petites questions. La première, c'est quel est le coût? Parce que vous n'avez jamais abordé cet aspect. Depuis le début et cumulé jusqu'à première question. La deuxième question, c'est vous avez dit que vous génériez beaucoup de chaleur. Pourquoi il a récupéré? On peut dire vous avez un centre d'arrache à côté qui sert à produire de l'électricité, pourquoi vous n'utilisez pas la chaleur? Et troisième question, combien d'hectares il faudrait aujourd'hui pour couvrir la consommation mondiale d'électricité? On va commencer par celle-là, des milliers. Des milliers, parce qu'on va faire, là c'est 500 MW. On extrapolera sûrement vers 1 GW, 1,5 GW pour que ce soit économiquement viable. C'est pas beaucoup plus gros, en fait, la taille, c'est plutôt le champ magnétique qui est un peu plus grand. C'est pas énorme, c'est pas le problème. Mais maintenant, vous regardez le nombre de la France, on peut faire réacteurs, gigawatts, etc. Donc voilà, c'est de ça dont on parle. Donc, n'écoutez pas ou ne lisez pas les analyses qu'on voit dans la presse, comme quoi le Stellarator allemand qui sont en train d'imaginer comme prochain réacteur, le Stellarator de Comac, c'est la même chose à ce stade-là, va énergiser toute l'Allemagne. C'est complètement crétin. Voilà, bref, pas ça. Alors ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'était... Pourquoi vous ne récupérez pas la chaleur? Alors, pourquoi on ne récupère pas la chaleur? Alors, il y a la bonne et la mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est que, de nouveau, on va créer des mégawatts de place, mais finalement peu de mégawattheures. C'est-à-dire qu'on va créer des 1500 mégawatts pendant 1 heure, 5-6 fois par jour, etc. Vous ne pouvez pas faire tourner des turbines, vous ne pouvez pas délivrer de l'énergie à quiconque avec ça, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop possible. Ce n'est pas un réacteur dans ce niveau-là. L'autre réponse, c'est tout simplement parce que du temps où l'ITER a été conçu, ça n'avait absolument aucun intérêt ou aucune importance, tout simplement. Alors, on pourrait s'amuser aujourd'hui, on a regardé, on pourrait s'amuser aujourd'hui à faire tourner une turbine, je ne sais pas quoi, et en plaisantant un peu à recharger la voiture électrique des directeurs, mais c'est pas significatif. Ce qui est plus intéressant, c'est effectivement la chaleur primaire. Mais il se trouve que pour des bonnes raisons nucléaires, on est très loin de tout l'espace habitable. Donc en fait, pour délivrer de la chaleur à l'extérieur, c'est compliqué. Les réseaux ne sont pas là. On est en plein milieu de la vallée de la Durance, c'est pas le choix. C'est difficile. Juste petite parenthèse, le centre de Cadarache qui est juste à côté, le centre nucléaire de Cadarache, eux, ils sont un projet, ils vont mettre en fabrication un petit SMR, un Small Modular Reactor, ça s'appelle le G1, qui va lui-même fabriquer à peu près 30 MW de chaleur pour tout le centre. Donc, eux, ils vont penser. Et on a eu des discussions avec eux, on pourrait être client de ça, mais pour chauffer nos bureaux, il ne faut pas. Et eux, ils vont fournir 30 MW de continu tout le temps.
la question c'était le coût. C'était alors le coût, oui. Alors c'est juste un oubli, c'est pas que je vais vous cacher, d'ailleurs je vous le dis. Alors aujourd'hui, on estime, et le mot estimer est important parce que vous avez compris, c'est un foncture en nature. Donc, au début, on a dit ITER ça vaut 1, et toi t'en fais 9%, toi t'en fais 20%, etc. D'accord. Et à la Macron, ça coûtera ce que ça coûtera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur à la ITER. Sauf qu'il y a quand même, à la fin, les gens payent à acheter des choses. Et donc, chacun de nos partenaires fournit des éléments. Et vous imaginez bien que un téléphone portable fabriqué en Chine, fabriqué aux États-Unis, ça ne va pas être le même prix, même si ça a la même valeur. Donc on a une monnaie interne dans l'ITER, on appelle l'ITER Unit of Account, on compte tout, et après chacun des membres se débrouille pour fournir ça. Alors le coût d'ITER n'existe pas en tant que tel, il n'y a pas un compte central avec de l'argent, mais on peut l'estimer. Et on peut l'estimer parce qu'on connaît le budget européen. Le budget européen c'est transparent, il publie le budget, c'est une bonne chose. Et ils sont en valeur. Tant que ça veut encore dire quelque chose 20 ans plus tard, parce que les valeurs changent aussi. En valeur, ils sont 45% du projet. Donc si je fais la règle du 30 au budget européen et la valeur, le CAPEX, le coût d'investissement du terre est à près de 22 milliards d'euros. Et son coût de fonctionnement, ensuite, on va passer dans ce qu'on appelle le design d'opération. Le coût d'opération est estimé à peu près il faut actualiser ça, c'est 350 millions d'euros en 2007, donc ça veut dire 500 millions d'euros quand on fera chaque année. Et il y a un coût de démantèlement que les membres vont commencer à provisionner. Ça va commencer à être le moment où parce que toutes les installations nucléaires doivent être démantelées par celui qui les a opérées. Et donc il doit provisionner, GF fait pareil, on va provisionner les coûts de démantèlement avant de commencer. Donc comme on commencera, vous voyez, un petit peu de temps, on va commencer à accumuler les coûts de démantèlement. Avec une particularité, ce n'est pas l'organisation internationale qui démantèlera, mais ce sera la France. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fera un transfert de responsabilité d'exploitant nucléaire au CEA, avec l'argent qu'il avait, c'est le CEA qui démantèle. Bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé très éclairant. Donc, je vais avoir une question de petite fille très naïve. Et je me dis, on a la fusion, on a la fission. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que on fusionne et puis on refait de la fission et puis on refait de la fusion et puis comme ça on a une énergie qui s'arrête jamais. Alors sur le principe tu as raison, mais il faut soleil pour ça parce qu'il faut faire la fusion jusqu'au fer et même plus, et puis la fission jusqu'au fer de rechange. Or on sait faire le tout début et la toute fin de la courbe d'Ashton. On ne saurait pas, pour arriver à fabriquer par fusion des éléments jusqu'au fer, c'est pas du siècle. Donc, a priori oui, mais en fait, en pratique non, parce que pour faire ça sur terre, je pense qu'on ne peut pas accéder à ces conditions. J'en ai déjà bien sûr. Et merci Alain, toujours pour les présentations qui sont plus que top. J'ai une question qui revient sur le volet du démantèlement. Il y a aujourd'hui, dans l'énergie nucléaire française, on est en train de faire en sorte qu'il n'y ait pas de démantèlement. On est dans la prolongation. À la fois la prolongation, alors je vais de côté la fermeture opérationnelle, la prolongation des centrales actuelles, et puis en lien avec cette prolongation, le fait que le premier plan au niveau de la construction de 6 EPR. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, on a remis en première ligne une énergie verte, qui est le nucléaire, liée à la fission. Dans ta présentation, tu as évoqué les sujets qui sont stratégiques au niveau de la soudure, notamment, par exemple. On sait par exemple que dans le cadre des centrales, notamment le PR de Flamanville, il y a toute une problématique au niveau des soudures, qui a à la fois vu du coup en termes de rallongement des délais et de surcoût en fait de la construction de l'EPR de Flamanville qui approche le chiffre que tu avais mis sur le sujet. Donc ma question c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des échanges très concrets
par rapport à ce qui se fait à ITER, par rapport au programme qui est en train d'être engagé par la France au travers de l'EDF, parce que c'est vraiment un plus potentiel, et ça doit être un plus dans la bonne réalisation à la fois de la prolongation de nos centrales existantes et de la construction des 6 nouveaux EPR. On verra sur les... Oui, alors, une fois ça rentre un peu dans les détails. Au niveau du démantèlement, je suis d'accord avec toi, dans le démantèlement du sport, l'ITER n'est pas un réacteur qui est prévu pour fonctionner sur le sympa de faire. Donc il y aura un démantèlement de toute façon. C'est une installation expérimentale, on va la prolonger, on va le révéler, on connaissait tout ça, mais il y a un moment, et la loi française oblige à provisionner et à définir une procédure pour tout le monde, qu'on soit très clair, comme il y a des neutrons, la machine devient un déchet nucléaire en tant que tel, il est activé, il n'y a pas les déchets de la réaction, il n'y a rien à justifier et enfouir à 500 mètres de profondeur. Par contre, on doit dégoûter proprement et refroidir proprement tous ces matériaux que je dis. Donc, c'est ça demandement. Sur l'histoire de la soudure de la pérennité des échanges, on a tous la même autorité de sûreté, on a tous la même industrie nucléaire, je te rassure, donc ce sont les mêmes acteurs qui fabriquent les réacteurs à fission et les réacteurs à fusion, d'une certaine façon, en tout cas ceux qui soudent, etc. Donc ça, la communication est bonne, mais il faut qu'ils comprennent qu'on est dans une logique d'équipement en SBR différente. Un réacteur nucléaire fission, c'est ce qu'on appelle un équipement sous pression. C'est un nucléaire sous pression avec des conditions extrêmement précises, extrêmement fortes pour pas qu'il éclate. Sur ITER, on a la problématique inverse, on a un équipement nucléaire sous dépression. Cadre qui n'existe pas. Donc on a commencé avec l'équipement nucléaire sous pression, mais en fait c'est trop compliqué, c'est trop surdimensionné pour ce qu'on veut. On est aujourd'hui en discussion pour avoir des soudures de l'ordre nucléaire, il ne faut pas que le tritium se balade, mais la machine ne va pas éclater. Donc il n'y a pas. Donc c'est ce que j'expliquais en 2 phrases en disant qu'on fait du cas nucléaire, on déboule ça, c'est plein de choses. On est sous une réglementation, la scénario, il faut assurer ça. Puis on dit oui, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien, etc. Et on commence ce dialogue, qui est un dialogue très constructif, hein, mais à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous voulez? On veut ça, démontrez-moi que ça marche. Quand vous aurez dit que ça marche, je suis d'accord. C'est un processus très long. Dans le temps de construction du terre, de développement du terre, il y a un temps caché qui est très compliqué, qui est le cas de sécurité. Mais il sera fait, entre guillemets, une fois pour toutes. Avec l'autorité de sûreté, c'est une des raisons pour lesquelles la France a quelque chose, avec une autorité de sûreté qui est réputée comme étant sérieuse et célèbre, et pas laxiste. Et ça, c'est plutôt bien. Je vous remercie pour cette présentation très claire. Je voudrais savoir à qui allait profiter l'énergie produite par l'ITER. Alors, au titre de zone, parce que je vous ai dit qu'on va l'évacuer simplement dans un réacteur de refroidissement. On revient à la question. Je ne sais pas, un jour peut-être, quand on en sera là, peut-être qu'on fera un petit concours d'idées pour savoir si on ne peut pas utiliser plus intelligemment cette eau chaude. Il y a sûrement des choses à faire, c'est pas la question. Mais ce sera plutôt des choses de démonstration, des choses comme ça. Je dis, les villages qui pourraient bénéficier de l'eau chaude, etc., sont très loin, c'est compliqué. En fait, elle n'est pas raccordée au système. C'est pas prévu. C'est en ce sens qu'il faut faire attention aussi dans ce que vous disiez dans la presse. Il y a un énorme langage du mot réacteur. Au sens nucléaire, un réacteur, c'est un réacteur qui produit de l'électricité ou de l'énergie. ITER, à ce stade-là, n'est pas un réacteur. C'est un réacteur expérimental. C'est une machine expérimentale. Simplement, il a toutes les caractéristiques nucléaires pour pouvoir le développer. D'autres questions encore? Entendu pour faire un appel à la jeunesse, il y a largement quoi s'amuser dans le terre pour toute une carrière. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Est-ce que vous avez des craintes? Non. Et je vois. En tout cas, je pense que c'est
je pense que c'est très intéressant de poser de lever un peu le voile sur la technologie. Parce que finalement, on imagine énormément de choses. Évidemment, on met en relation cet objet avec d'autres faits historiques. Peut-être aussi, on peut avoir des craintes quand on voit la centrale de Zaporizhzhia, par exemple, en ce moment, entre des bombardements, prise de position, prise de pouvoir, proposition de partage, raccordement, etc. Donc on se pose plein de questions, on peut beaucoup fantasmer. J'ai l'impression que cet objet-là, il est entre les mains des scientifiques aujourd'hui. Et donc, peut-être la dernière question que je pourrais poser à ce niveau-là, quels sont vos espoirs à vous, en tant que scientifique, avec cet objet? Quelle serait la concrétisation un peu utopique, finalement, que ce type de projet pourrait apporter à l'humanité, au-delà d'une énergie, on a vu, qui serait permanente et donc infinie? Qu'est-ce que vous imaginez concrètement comme réalisation? Donc, clairement, on se bat aujourd'hui, depuis maintenant pas mal d'années, pour en faire un objet générateur d'énergie, et pas simplement un objet scientifique d'études, etc. Il y a beaucoup d'années, la configuration magnétique que je vous raconte, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Il y a eu plein de petits tokamaks, de petites machines dans tous les sens, etc., pour arriver à optimiser. Et ensuite, pourquoi il faut plus gros, pourquoi il faut plus de champ magnétique, tout ça. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase, si vous connaissez ce qu'on appelle le niveau de maturité technologique, quand vous avez une idée, dans la salle de bain le matin, c'est 0, et puis quand vous allez acheter quelque chose chez Darty, c'est 10, la fusion, elle est à 5 à peu près. C'est-à-dire qu'elle sort du laboratoire avec cette démonstration de faisabilité intégrée. La suite, c'est l'industrie et la société qui s'en emparent. Au passage, c'est personne en veut, on parle plein, on passe à autre chose, pas de souci avec ça. Donc, ça n'est pas, j'ai l'habitude de dire aussi, c'est ni le gouvernement français ni la Commission européenne qui vont faire un réacteur la prochaine fois, c'est l'industrie qui va faire un réacteur. C'est M. EDF, M. CNPE, etc. Donc, on est dans cette phase-là, c'est une phase passionnante. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai 38 ans de fusion, mais j'ai commencé en théoricien de base avec un crayon et un papier, j'en suis à vendre l'industrialisation du truc. Même si c'est lent, c'est quand même pas mal. Je rappelle aussi qu'on a mis 2000 ans à voler. Entre le moment où on a eu envie de voler et le moment où il y avait un avion, il faut regarder 2000 ans. Donc là, on est d'un bout à l'autre, on sera sur une centaine d'années. C'est pas à l'échelle d'une personne, mais c'est quand même commensurable, c'est quand même quelque chose Donc moi, mon rêve, c'est effectivement de voir un premier réacteur côté un réseau, un premier réacteur de démonstration, parce que ça veut dire que c'est faisable et ça veut dire que c'est vendable. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir si c'est vendable. Si j'arrive avec une solution de prix d'électricité sans plus cher que n'importe quel autre. Quand vous dites vendable, c'est démocratisable aussi. Oui, vendable, c'est-à-dire que oui, c'est achetable par le marché. Donc partageable. Donc, il y a beaucoup d'efforts sur les matériaux pour ne pas inventer des trucs avec des solutions pas possibles, avec des prix d'investissement. Ne retenez pas le chiffre de 22 milliards comme le prix d'un réacteur de série. On est vraiment sur la Formule 1. Et par rapport ensuite à la voiture de tout le monde. Donc on n'est pas. L'industrialisation est là pour casser les coups. Elle est là pour complètement détruire cette logique de ce qu'on appelle first of the kind, de broderie à la main, etc. de tout. Dans le prévis, c'est sur la même type de technologie fusion nucléaire. Parce que j'entendais parler de Alors, centrale quand je l'ai vu. Alors, vous me forcez à dire des choses que je n'ai pas forcément envie de dire, mais il y a dans ce maelstrom de compagnies privées, de start-up, etc., vous avez, comme dans tous les domaines d'activité, le bon et le pire, le meilleur et le pire. Alors, si je peux faire une distinction entre les meilleurs et les pires sans donner ni des noms ni des nationalités, à mon sens, dans cette logique d'industrialisation, les meilleurs sont ceux qui s'emparent de certains systèmes ou sous-systèmes et qui vont justement industrialiser, casser les coups. Comment je fais ça industriellement? Comment je fais un système de chauffage, un diagnostic, une bobine de façon industrielle? Et puis vous avez le pire, à mon sens, qui est « Ah non, tout ça c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop cher, vous allez voir, moi donnez-moi 100 millions d'euros, je fais comme
comme ça, et je vous fais un réacteur dans les 5 ans qui viennent, couplé au réseau. Bonne chance. C'est le gars qui aura donné les 100 millions, il aura perdu les 100 millions. Et c'est d'ailleurs, ça c'est un message qui est de plus fort de notre part, que vous allez entendre un peu partout. Parce que, suite à un million et 100 millions, et qu'on les perd, c'est son problème d'une certaine façon. Mais, s'il y a trop de menteurs, s'il y a trop de survendeurs d'une technologie, ça va se retourner contre le système forcément. Nous, on est là, et on a l'habitude de dire, on est la recherche publique, on ne vous ment pas. Ça, c'est ça, c'est ça. On est là. Il y a énormément des investisseurs qui nous appellent en disant, moi je voudrais bien investir dans le truc machin fusion, dans le super machin, qu'est-ce qui se passe, etc. Notre éthique est de jamais critiquer l'entreprise X ou Y, mais de dire, voilà moi. Vous vendez ce qu'il vous vend, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est. D'accord ? Et voilà ce que ça coûte. Un réacteur nucléaire ne coûte jamais 100 millions d'euros, c'est pas bien, c'est absurde. Ou alors c'est un SMR de 30 millions watts, mais c'est pas un réacteur de plusieurs gigawatts, c'est ça. Les petites centrales à fusion à côté des villes, c'est un fake total. Ah, les tout petits trucs, aujourd'hui, c'est vraiment un mensonge. Et comme ça fait 10 ans que ça dure, il y en a qui voient déjà, enfin il y a déjà des investisseurs qui se reviennent. Quand Microsoft achète de l'énergie de fusion à une entreprise qui s'appelle Helion en Californie, pendant 5 ans, je ne sais pas quoi, c'est arrivé. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Je travaille avec Microsoft, j'ai pas de problème avec eux, mais franchement, ce qu'on a peur, c'est que nos gouvernements, nos membres, qui sont des gouvernements, qui entendent ces sons de cloche différents, c'est difficile à avoir l'information. D'autant plus que c'est pas un secret que les représentants des gouvernements changent à peu près à tous les conseils. Donc à chaque fois, on a un nouveau parti pour un tour. Beaucoup d'investissement total. Oui, mais je vais vous donner l'aspect positif. Si ces gouvernements font cet investissement, continuent à le faire ensemble, etc., c'est qu'ils ont quand même compris un certain nombre de choses. Donc, il y a cette pollution aujourd'hui qui est très embêtante parce que ça peut vraiment être détrimental. Mais honnêtement, si on garde le cas, si on garde les chiffres d'avancement que je vous montre, etc., c'est la meilleure réponse. Après, ces entreprises privées, moi il y a un truc qui me plaît parce que ça fait longtemps, là aussi, c'est pas pour critiquer la recherche publique, mais ça fait longtemps que la recherche publique a du mal aujourd'hui à recruter des jeunes ingénieurs, des jeunes doctorants, etc. Ils adorent beaucoup plus les aventures privées, les startups, etc. Et le fait qu'il y ait des startups dans la fusion, ça a au moins une énorme vertu, c'est que ça sort énormément d'ingénieurs électriques et de scientifiques. Ça, c'est très très bien parce qu'on accélérera de toute façon en augmentant la population qui travaille là-dessus. Ça, c'est sûr. Alain Descoulets, merci pour cette intervention.